frais, non? Attends, je sors une couverture de mon Gunna, tiens. Merci, Sam. Ah, attendez, j'allume un feu. Chers auditeurs et auditrices, venez vous asseoir avec nous près de ce feu de camp virtuel autour duquel on risque à tout moment de se perdre dans la contemplation de la boule rose. Compagnons zéphiriels et grands poils. Allez, vous deux. Bienvenue à vous deux et à tout le monde qui nous écoute dans ce 29e épisode de la 19e Palabre. Aujourd'hui, on continue la partie 3, intitulée Vienne la moisson, et on lit les chapitres 8 et 9, soit les avant-dernier, enfin antépénultien, enfin il reste plus qu'un chapitre après ça sur la fin je sais pas dans quoi je me suis lancée. Oui, ça a pas marché. Antépénultien, c'est quoi? C'est avant-dernier ou c'est avant-avant-dernier? J'étais obligé d'aller vérifier. Antépénultien. Je sais, j'avais. Je connais pas. Il précède l'avant-dernier. Ah, c'est ça. Donc le chapitre 8, c'est l'antépénultien et le 9, c'est l'avant-dernier. Et donc la prochaine fois, on fera le dernier. Très bien. C'est antépénultième, du coup, non? C'est un nom féminin. Ok. Non, je sais pas, je demande. Non, on peut lire les deux, je crois. Ah, attends. Antépénultien. Est-ce que c'est vraiment le moment de se poser ce genre de questions? Peut-être que antépénultien, c'est l'adjectif, et que du coup, le nom, c'est adjectif et un nom féminin, peut-être. Je sais pas, j'ai dit. Je sais pas. Ok. Je le vois pas au masculin, en fait. Du coup, adjectif et nom féminin, effectivement. D'après les recherches rapides sur Google. Bah, ouais, c'est moi qui me suis planté. Alors, l'antépénultième. Tiem ou tienne? Tiemme. Tiemme. Ok. Merci. Je saurai pour la prochaine fois que j'improviserai une intro. Quelle idée. Donc, un commentaire de Yosis qui nous dit sur l'épisode 27. Salut le pote-tête. Après bien des lunes, je me suis décidée à reprendre la route à vos côtés. Vous m'aviez manqué. Je dois commencer par un mea culpa. Je n'aurais jamais dû dire que ce tome était inutile. Enfin, s'il l'est un peu, car je préférais être avec le cathète du 19 plutôt que me taper l'adolescence de Roland. Mais, en majuscule, cette histoire dans l'histoire est tellement bien racontée et possède des personnages ô combien magistraux, dont la Palme d'Or revient à Réa pour être l'incarnation de ce mal que l'on craint mais dont on a besoin dans nos vies. Je pense que je n'avais tout simplement pas la maturité, je devais avoir 14 ans à l'époque, suffisante pour apprécier ce récit. En plus de la frustration de stopper le voyage pour un long moment, après une confrontation épique entre le meilleur personnage de l'histoire et un train fou. Avec vous, j'ai presque envie de ressortir mon édition France Loisirs pour le relire. Petite question pour vous. Pensez-vous que c'est Randall Flagg qui a donné la boule à Réa en sachant que Roland serait envoyé à Mégis? Je ne me souviens plus de la suite, donc peut-être que la réponse s'y trouve, mais je trouverais ça fort que l'homme en noir ait déjà commencé à briser Roland dès cet épisode de sa vie. Merci à vous et à bientôt. C'est Farson. C'est Jonas qui donne. C'est Farson qui lui envoie, mais il y a quand même l'homme en noir qui vient leur rendre visite à un moment. C'est lui qui vient s'assurer mais c'est pas pour la boule. Ouais. C'est pas pour la boule. En fait, c'est Jonas qui donne à Réa pour s'en débarrasser, pour être sûr de pas la voir. Ouais. Et il veut que ce soit en sécurité, et il veut être sûr qu'il soit pas attiré par la boule. En fait, il la donne en mode elle va crever avec, c'est tant mieux, et puis je la récupérerai plus tard, quoi. Oui, et c'est pour ça que j'ai précisé que c'était un commentaire sur l'épisode 27, on n'avait pas encore tout à fait... Oui. Quoique si, je pense que... C'est dit au début, hein, c'est un des premiers trucs qui est donné, je crois. Ouais. Au tout début de l'histoire, de cette partie de l'histoire de Mégis, il n'y a pas Jonas qui vient donner la boule à Réa, ou elle le raconte pas, un truc comme ça? Si, je crois qu'elle le raconte, en effet, il me semble qu'on le sait dès le début, et c'est plus qu'en approchant de la fin, on a plus de précision sur pourquoi elle l'a, d'où ça vient exactement, donc on comprend que ça vient de Farson, à quoi elle sert et pourquoi Farson a fait en sorte que ce soit confié à Réa, tout ça. Mais je pense pas qu'il y ait... De toute façon, je pense que Randall, il intervient assez peu dans toute cette partie de l'histoire, en réalité. Surtout pas la boule. Mais Farson, c'est Randall? Ah, moi j'ai pas ça. Alors je crois qu'on n'est pas sûr de ça. Hein. Je suis pas complètement convaincu que Farson ce soit Randall. En tout cas, Randall se fait passer pour son émissaire quand il vient les voir pour s'assurer que tout va bien. Si, l'homme de bien, c'est l'homme en noir. Bah, moi je pense pas. L'homme de bien, c'est Farson, et c'est aussi l'homme en noir. C'est aussi comment il s'appelle, le sorcier qui trompe, qui séduit la mère de Roland. C'est tout ça. Non, c'est pas le même. Ah non, pour moi Farson c'est pas le même. Farson il est déjà loin quand le sorcier est en train de séduire la mère de Roland. Hein. Farson c'est pas lui. Hein. C'est pas l'homme en noir. Ça j'en suis persuadé. Je crois que c'est la même personne. Je suis quasi sûr.
Parce que même ils le disent, est-ce que t'as déjà vu L'Homme de Bien? Non, je l'ai vu de loin, je suis pas sûr. Tu vois, il y a un truc de... il apparaît pas vraiment, en fait. Il est qu'un... Je suis en train de chercher une concordance. One eternity later. Alors, dans Magie Cristal, le lecteur découvre que Walter travaille pour Farson. Cependant, dans le bah alors... C'est dur. Cependant, dans le nouveau pistolet, on apprend que Farson n'est que l'un des nombreux masques de Walter. Roland, en tant que soldat du blanc, n'a qu'un seul et même ennemi, et son nom est Légion. Ah, mais je crois que tu l'avais déjà lu, ce passage-là, en plus. Quasi sûr. C'est sûr. En fait, c'est la même personne tout du long. Et c'est pour ça qu'il y a... J'avais pas de fin à cette phrase. Donc techniquement, c'est pour dans ça que j'avais l'idée. raison. C'est bien Roland qui a donné la boule à Rhea. Sous le trait de Farson, via Jonas. Randall. Pas Roland, Randall. Oh putain. On est tous fatigués en ce mois de mai. Ça va être bien. Trop de ponts, on n'est plus habitué à travailler et à réfléchir. C'est bien Randall qui, sous les traits de Farson, via Jonas, a donné la boule à Rhea. Je pense pas que le commentaire voulait dire ça. Je sais pas si le commentaire voulait dire ça dès le départ, mais en tout cas, Nécreux, plus que le mien, qui avait oublié, en effet, ce passage que tu avais, je pense, déjà lu, Zef. Et des trucs qui s'impriment pas. Oui, je suis quasi sûr, quand on parle de Farson dans le tome 1, je suis sûr qu'on en parle déjà. Moi, je reviens à cette idée d'hypothèse que Randall bosse pour quelqu'un, pour un dieu, ou pour un démon, pour un truc qui est en haut de la tour, en tout cas. Pour moi, il y a un truc de dieu, en fait, de divinité, dans le sens divine, où il bosse pour lui, en fait. C'est une forme de pénitence qu'il fait, il bosse pour lui sans le savoir, ou tu vois. Je reviens sur, pour moi, RF, il est monté dans la tour, il a été puni pour le faire, et du coup, il doit bosser pour ça, ou il doit faire en sorte que les choses se passent d'une certaine façon. Il est un agent, en fait, d'une divinité, ou de quelqu'un, en tout cas, d'en haut de la tour. Ouais, ça marche bien. Je le vois comme ça. Et tu vois, ça me fait penser sur les trucs qui refusent de s'imprimer. J'en suis quand même à ma 3e lecture de la tour. Et on reviendra dessus quand les chapitres, nous en reparlerons à 2 moments. C'est la grossesse de Suzanne. Elle est enceinte. Et il y a, je sais pas, à 2 ou 3 épisodes, on disait non, mais de toute façon, elle n'était pas enceinte, machin. La contraception, pour une fille de la ferme, on sait ce que c'est. Elle a fait attention, machin. Et elle fait shit, j'avais oublié. Quand je l'ai lu, enfin, tu m'en avais parlé en off, j'étais en mode what? Quand je l'ai lu, en plus, elle le drop fort, quoi. C'est aucun doute. La première fois, il y a un petit doute où tu dis est-ce qu'elle est en train de le supposer ou quoi, et la deuxième, elle est sûre d'elle. Donc, ouais, c'est ma boule. Ouais. C'est ma boule. Et rappelle-toi, Grand Poil, qu'au relais, quand ils partent, il y a Callahan. Non, mais vraiment, je me suis mis des. Je sais pas, des. En plus, on va y venir à ce passage. Je sais, mais je suis les œillères. J'ai trop hâte. Ça ne veut pas. Celui-là, il ne veut vraiment pas imprimer. Je suis sur le cul à chaque fois. Moi, je compte vraiment sur les commentaires, parce que je pense qu'à partir du tome 5, on va rentrer beaucoup dans des choses qui ont été préparées avant, et notamment cette histoire de relais. Je compte beaucoup sur les commentaires pour nous aider à nous souvenir de tout ça, de tous les détails qu'on a relevés au fur et à mesure des résumés, ou toutes les questions qu'on s'est posées en se disant « Est-ce que ça va servir à quelque chose ?» Vous qui écoutez depuis moins longtemps que nous on enregistre, j'espère que vous avez les mémoires plus fraîches que nous. Parce qu'il y a des gens qui binge, on va pas, c'est très bien, moi ça me fait très plaisir, mais du coup c'est peut-être un peu plus frais dans vos esprits à vous, auditeurs, auditrices, et n'hésitez pas à nous les rappeler, à nous reprendre aussi sur les trucs où on ferait des erreurs, ou à compléter les choses qu'on pourrait oublier. Et donc, un commentaire de Grégory Brennard qui nous dit « Aïe podcasteros, avant tout merci. Je viens de découvrir votre podcast et il ne m'a fallu que quelques minutes pour devenir accro à votre tête. » Voilà, encore quelqu'un qui binge. Je voulais vous partager mon ressenti et ma relation à la tour et à Roland. J'ai 43 ans et je viens d'entamer grâce à vous ma 5e ou 6e lecture du cycle. La première remonte à mes 16 ans. Contrairement à votre théorie sur le recommencement, je pense que Roland n'en est pas à son 20e et dernier cycle. En réalité, il en est à ma xème lecture. Et peu importe qu'il ait son corps à la fin du cycle, car quand il repart vraiment, c'est-à-dire au début du Pistolero, celui-ci a disparu, et c'est la vérité. Et ce que je veux dire par là, c'est que l'histoire et les cycles de Roland évoluent non pas en termes de contenu de son histoire, mais bien dans l'esprit et le ressenti du fidèle lecteur, qui en réalité anime le cycle. Pas de lecteur, pas de cycle enclenché. Je pense que la tour sombre est faite pour être lue et vécue différemment à chaque fois. Et malheureusement pour Roland, chaque lecture est l'enclenchement d'un nouveau cycle, d'une nouvelle histoire unique, dans l'esprit d'un fidèle lecteur. Encore merci pour vos palabres passionnantes.
Oui. Amen. Ouais, je veux dire. En fait, oui, je kiffe. Ça appelait pas forcément à réponse, mais en fait, vu que c'est quelqu'un qui vient de découvrir le podcast, il amène un peu, nous, toute la théorie qui a été amenée aussi. Enfin, il a suivi le même fil, tu vois. Ouais. Ouais. Non, mais j'adore, en fait, parce que il commence son truc en je vais vous raconter que ma relation à la tour et en vrai, on va pas se le cacher, c'est trop bien. Enfin, moi, j'adore écouter ce genre de commentaires parce que à chaque fois, le peu de fois où j'arrive à discuter avec des gens qui ont lu la tour et je m'en rends compte, il y a ce truc de relation au bouquin et à l'histoire qu'ils ont vécu en même temps, en fait, la façon dont on l'a découverte, les sensations qu'ils ont eues, tout ça. Et c'est affolant, en fait. Moi, j'adore ça. Et du coup, quand vous racontez ça en commentaire, ma relation à la tour, comment je l'ai découvert et comment je l'ai lu et comment je la redécouvre, c'est kiffant de ouf parce qu'on a l'impression de se découvrir un peu avec vous là-dedans, quoi. Et c'est vraiment trop kiffant. Et bien sûr, le truc à chaque fois qu'il lit, Roland, il y a un peu un truc de je fais une lointaine référence, mais Highlander, qui est une... tu sais où tu veux en venir ou pas? Ou tu te moques? Moi je vois pas où non, je vois pas, mais je suis impatient parce que du coup... ce que c'est. Ok, Highlander, pour ceux qui n'ont pas la ref, Highlander, c'est un film des années 90 où t'as des immortels qui se battent à travers le temps pour se découper la tête et prendre la puissance de l'autre à chaque fois qu'ils se découpent la tête. C'est trop ça. J'avais une série en tête. Pourquoi j'ai une série en tête? Il y a eu une série aussi. Il y a une série dans les fins des années 90, début 2000. Il y a 2 séries. 2 séries? L'Immortel. What? Ok. Alors, je sais plus si ça s'appelait l'Immortel, mais il y avait une avec une femme immortelle. Ok. En fait, le truc de Highlander, c'est il y aura un combat final. Il y aura un combat final entre les 2 derniers immortels et celui qui gagnera régnera sur le monde. En gros, c'est un peu l'idée, quoi. Même. Et ça n'arrive jamais parce qu'il y a Highlander 2, Highlander 3, Highlander 4. Et tu te dis, mais c'est quoi ce truc? Et en fait, dans la série, il y a une forme de réponse un peu méta que j'ai trouvé incroyable quand tu l'analyses. C'est dans la série, à un moment, il y a le héros qui trouve un petit voleur à la con, il le chope et il le garde sous son aile. Et à un moment, ce gamin se fait buter. Et en fait, il se relève parce que lui aussi, il devient immortel. Et il y a ce truc de... Mais attends, si en fait, il y a des immortels qui sont créés à chaque fois, en fait, ce combat final, c'est du flan. Il arrivera jamais. Et en fait, c'est une forme d'inspiration qu'ils ont, mais il n'y a pas de règle à tout ça. En fait, on ne sait pas où ça mène ce truc d'immortalité. Et en fait, il y a un peu ce truc c'est une chimère qui poursuit en disant, en fait, on va continuer à s'entretuer et à un moment, il y aura un gagnant. Et en fait, c'est nul, mais c'est un truc qui poursuit malgré tout. Et en fait, c'est un peu ce que l'histoire de Roland, quoi. Le gars, il continue son cycle, mais c'est une chimère. À chaque fois qu'on ouvre le bouquin pour le lire, en fait, il le redébute son cycle. Et du coup, ça n'arrivera jamais, ce truc il arrivera à la tour et ce sera fini avec le corps. Parce qu'à chaque fois qu'on débute, bah en fait, il a pas le corps avec lui. Et je trouve que le truc, il est assez incroyable à conscientiser autour de ça, quoi. Oui, c'est ça. Pour ceux qui ont la rêve d'Highlander, vous l'avez, quoi. C'était avec Christophe Lambert, le film, c'est ça. Je voyais bien. Ouais. Je pense que j'ai de la musique en tête. Ouais, aussi. Queen. Mais, Queen. Ah, c'était ça, oui, ok. Ouais. Mais du coup, je savais pas qu'il y avait une autre série de l'Immortel. Si, bon, les 2 volaient pas très haut. Je sais plus ce que. Je me souviens avoir vu ça il y a très très longtemps maintenant. En vrai, moi j'aimais bien j'aime bien la série, j'aime bien le truc de base, hein, mais je suis toujours été fan d'Highlander. Il y a un nouveau film qui va ressortir d'ailleurs, je suis très content. Oui, avec Henry Cavill pour Amazon. Ouais. C'est mauvais en fait, depuis le 2 c'est mauvais Highlander, parce que le 1 se devait suffire à lui-même, mais je trouve que moi c'est une licence que j'ai en adoration un peu secrète, quoi. Tu sais, bref. C'est ton guilty pleasure. Ouais, je pense ça. Je pense que regarde, et même le 2 qui est très mauvais en vrai, il est marrant, il est bien. Ah, il est marrant. Bah, il y a Sean Connery qui revient, donc c'est drôle. Après, je sais plus dans le... Il y a Michael Ironside aussi dedans. Oui, bah oui, bien sûr. Et dans le putain d'acteur. Et dans le 3 et 4, il commence à avoir des trucs où il y a des fermes d'immortels. Enfin, c'était chelou. Des fermes d'immortels. En fait, des immortels qui 3, mais dans le 4, peut-être, où les immortels qui en ont marre de la vie, qui veulent pas s'entretuer, bah, ils s'isolent dans une espèce de réalité virtuelle. Si je me souviens vaguement du plot. Ok, j'ai pas vu le 4, mais j'ai vu le 3 était incroyable pour plein de choses, mais il amenait que de la merde en fait. Bref, voilà. Dans le 3, il y a Kurgan qui revient. Non, dans le 3, c'est je sais plus. C'est les immortels qui ont été bloqués dans une caverne pendant des siècles, et qui se sortent de là et qui sont un peu magiciens. Ils font apparaître des illusions et tout. C'est nul as fuck. C'est trop bien regardé. Si, je me souviens. Ouais, j'ai quelques flashbacks. Et je crois que le 4, c'est la fin de la série de base où il tue le plus gros immortel du monde ou un truc comme ça, parce qu'il a tué. Bref. Passons. Désolé pour cette digression. On divague un peu trop.
Ça me permet de boire ma tisane, moi ça me va. Et un commentaire d'Anne-Sophie qui nous dit « Bonsoir, j'ai écouté votre nouvel épisode. Merci à vous encore une fois, vous enchantez mes trajets pour aller au boulot et en revenir. Décidément, j'adore le personnage de Rhea, mais ne voudrais pour rien au monde la rencontrer. Et j'essaie de lui trouver des points communs avec la Rhea de la mythologie grecque ou la Rhea Sylvia de la mythologie romaine, mais je ne vois vraiment pas. Par rapport à mon commentaire sur l'olifant, c'est pas le mot en lui-même qui m'interpellait, mais le fait que King imagine Roland atteindre la tour sombre avec, alors qu'à la fin du cycle, de celui qu'il raconte en tout cas, il ne l'a pas. Bonne soirée. C'est vrai que la dernière fois, elle nous disait qu'il parle de l'olifant dès l'introduction du pistolero. Il me semble que c'était ça. Et en effet, c'est pas tant le terme, c'est le fait qu'il le projetait aller à la tour avec le corps, mais qu'en fait, il arrive à la tour sans son corps. Ouais. Très bien, messieurs, si on a fini la digression et les commentaires, ou en tout cas la digression sur la partie commentaires, on n'est pas à l'abri pour le reste. Est-ce qu'on a un résumé de l'épisode précédent ? Oui, la tension monte encore à Mérys, même si on ne pense pas cela possible. Cordelia maudit Suzanne avec de la cendre. Les chasseurs du cercueil font le premier mouvement mouvement parce que je fais un rapport au jeu d'échecs qu'ils faisaient là, en tuant le maire et son acolyte, j'ai oublié le nom, faisant accuser le cathète qui se retrouve arrêté rapidement mais sans éclat. C'est dans l'épisode précédent qu'elle se fait maudire avec de la cendre ? Oui, c'est là où... Parce qu'en vrai, j'ai du mal à faire les résumés de plus en plus. Tout se mélange un peu dans ma tête, okay. Si je le fais pas rapidement. Ouais. Et je suis allé re-regarder et vraiment... j'ai un doute maintenant que tu... Si, c'est ça. Pour moi, c'est au début de cet épisode. Pour moi, c'est au début du chapitre 8, parce que ça s'appelle Les cendres, en plus, où Suzanne arrive à... Non, c'est pas très grave, mais je m'étais dit peut-être que du coup, ça se passe plusieurs fois. C'est là, parce que j'ai revu le moment où elle s'engueule, où elle lui dit est-ce que ta fente est encore humide de lui, je sais plus quoi là, et je suis en mode c'est là qu'elle l'a maudit, je crois. Non, c'est effectivement le début du chapitre, je viens de le repasser dessus. Désolé. Non, pas de souci. Non, j'ai eu un doute sur du coup des choses qu'on aurait loupé la dernière fois. Pas moi qui te jetterai la pierre sur je me souviens pas de tout. Non, c'est vraiment, en fait tout se mélange un peu comme sur le truc. J'ai un peu de mal à truc. Je pense que quand on reviendra au cathète classique, j'aurai vraiment les trucs en tête. Mais là, sur la fin de Mérys, tout se chamboule un peu dans ma tête. C'est pas très linéaire. Ouais, on fait beaucoup d'allers-retours entre les mêmes personnages. Il y a beaucoup de choses qui se jouent à gauche à droite, et du coup, c'est pas très linéaire. Tout se ressemble un peu au final. Ouais. Il y a un peu, ça avance pas beaucoup par étape. Du coup, je suis un peu même. Voilà. Vous m'excuserez, vous qui écoutez. Si pour tes résumés, t'as besoin de mes résumés à moi, je peux te filer accès à mon notion. Hein. En vrai, si je prenais pas 5 minutes pour faire le résumé, mais une bonne demi-heure, je ferai un meilleur résumé que ça. Ne te trompe pas à prendre une je n'ai demi-heure. que moi à flageller. Il est très bien ton résumé. C'est pas ce qu'on disait. Non, mais en vrai, c'est juste que je le fais en 5 minutes. C'est un non-respect complet de la situation. Il n'y a pas d'enjeu sur ce... Bref. Troisième partie, toujours. Vienne la moisson, on arrive au chapitre 8, qui s'appelle Les cendres. Et c'est marrant qu'il s'appelle justement Les cendres, parce que même en anglais, je crois que c'est The Ashes, et pas juste Ashes. Et ça montre bien que c'est pas n'importe quelle cendre, que tout va se jouer autour des cendres, celles de la tante, mais aussi celles qui vont faire de Suzanne qu'elle s'envole au vent. Enfin, pas encore, mais... Oui, d'accord, ouais. C'est pas n'importe quelle cendre, tu vois. Donc Suzanne sort et en effet, dehors c'est la folie. Des cavaliers au galop dans tous les sens. Miguel manque de se faire tuer, et elle aussi, mais elle n'a pas le temps de s'attarder sur tout ça et enfourche Pilone. Suzanne est terrifiée, pour Roland, mais aussi parce que son cathète est brisé. Alors qu'elle passe vers la maison de sa tante, la panique de Suzanne se stoppe net quand elle confond la vision de Cordelia avec Rhea. Oh là là. Elle a pris cher la Cordelia. Elle a complètement pété les câbles. Elle sombre dans la folie, clairement. Sa tante, tout habillée de noir, visiblement au bord de la folie, se met en travers de son chemin et lui tend une boîte en bois. Suzanne, qui n'a plus rien à perdre face à la provocation de sa tante, avoue qu'elle couche avec Roland, et même qu'ils seront mariés bientôt, ce qui ne manque pas de faire éclater de rire la vieille folle. Suzanne intuite que c'est Jonas qui a tué le maire et les autres, ce qui ne plaît pas à Cordelia, qui lui lance d'une poignée de main une partie du contenu de la boîte de la cendre. Et est-ce que ce serait pas une 8 millième préparation paiement de ce qui va lui arriver? Ou est-ce qu'il y a vraiment une mythologie ou une croyance autour de la cendre dans certains pays, dans certaines
contrer, je sais pas trop. Avant, ici, comme à Méris, ils brûlaient vraiment des gens pour les trucs. Je me dis que ça vient forcément de là, en fait. Il doit y avoir une tradition autour de ça. Ouais. Ils brûlent les pantins, donc ouais. Et du coup, est-ce que c'est la cendre du pantin qu'elle a brûlé aussi la dernière fois ? Le pantin à son effigie, parce qu'elle est rentrée, elle a fait un pantin à son effigie en prenant même le temps de faire une poitrine, ça je me souviens, et elle l'a brûlé. Donc potentiellement, parce qu'on se disait même peut-être que du coup c'est elle qui, entre guillemets, déclenche la mort, ou au moins la façon dont elle va mourir, en ayant un peu presque une prémonition ou un présage de la fin de Suzanne. À chaque poignée de cendre doublée d'une insulte qu'elle reçoit, Suzanne devient plus lucide et plus froide, telle une vraie pistolero. Elle badigeonne à son tour de noir le visage de sa tante, une noirceur qu'elle peut laver contrairement à celle de son cœur, nous dit-on. Pardonne à sa tante pour ce qu'elle a fait à son père et s'en va. Quand Cordelia disait « Où allez-vous ainsi par si beaux jours d'automne? Où courez-vous si vite? Pas dans les bras de vos amants ?» Ça me semble chose assurée. En fait, elle disait vos amants. Je vois, il y en a eu plusieurs, Suzanne, quand même. Et effectivement, il y avait le maire aussi qui était en les deux. Et elle croit qu'ils vont s'épouser. Oh là 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 là. Et vous boirez sans doute le sang de vos victimes sur l'autel de l'Hyménée, n'est-ce pas? Hyménée. H-Y-M-E-N-E-E. Pardon? H-Y, comme l'hymen, non? C'est comme l'hymen, effectivement. C'est un chant nuptial en référence au chant d'Hymen, divinité païenne présentée lors des noces. Voilà. Oh, je vais chercher ce que c'était. L'hymen chez les femmes, ça vient de la divinité païenne. Voilà, exactement. Qui était chantée lors des noces. Ok. Parce que c'est là où on brisait l'hymen, j'imagine. Ok, oui, en effet. Et j'ai eu une petite inversion. Je vais vous demander ce que vous en pensez, mais juste après ça, il y a... Mais au lieu de verser des larmes, elle éclata de rire de plus belle, poussant un hurlement de joie à la face aveugle et bleue du ciel. Donc en parlant de Cordelia. Nous n'avons projeté aucun meurtre, dit Suzanne, traçant ne serait-ce que mentalement une ligne de démarcation entre les assassinats de la maison du maire et le piège dans lequel ils avaient espéré faire tomber les soldats de Farson. Point. Et il n'a assassiné personne, lui. Non, ça, c'est l'œuvre de votre ami Jonas, j'intuite. Et en fait, la façon dont le texte est présenté ici, je sais pas, sur mon édition à moi, en fait, à chaque fois que t'as un dialogue, t'as un tiré. T'as alinéa, tiré, début du dialogue. Et quand t'as deux tirés qui s'enchaînent, c'est que c'est l'autre qui parle. Non, c'est plutôt c'est plutôt une coupure dans la phrase. Enfin, en tout cas, dans cette partie-là, c'est une coupure. Ouais, mais là, je suis désolé, la construction du truc, elle est vraiment chelou parce que moi, j'ai l'impression que c'est Cordelia qui répond. Ouais, mais là, si c'est du coup, j'ai dû relire 2 fois le passage en disant. Mais attends, si c'est Cordelia qui répond, ça a aucun sens. La phrase est pas complète. Ça a aucun sens. Et du coup, je trouve que c'était mal fait. Voilà, c'est tout. J'ai dû relire 2 fois. Ça m'a gêné. Mais en VO, du coup, je suis allé voir. C'est vachement plus clair que c'est Suzanne qui parle. Parce qu'en VO, il n'y a pas de alinéa tiré. Il y a juste des guillemets qui s'ouvrent dans le texte. Dans le corps du texte. Ah oui. Ou dans le paragraphe entier. Du coup, le paragraphe peut être à l'intérieur du paragraphe, il peut y avoir le dialogue directement. Et du coup, tu comprends que c'est Suzanne qui continue à parler. Ouais, clairement. Il y a un problème dans la VF où c'est vraiment le même tiret de retour à la ligne de nouvelles personnes. T'as l'impression que c'est un dialogue qui s'enchaîne. Oui, clairement, ouais. Et c'est marrant parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive dans des bouquins où je me dis, si l'auteur ne rappelle pas qui est en train de parler à parfois, je suis perdu à un moment en disant, attends, qui parle déjà? Qui est en train de parler? Qui est en train de répondre là? Quand ça s'enchaîne trop, tu sais, les dialogues. Et voilà, c'est peut-être que moi. Dites-moi dans un commentaire si je suis seul à me sentir idiot comme ça parfois, disant, je sais plus qui parle. Moi, je crois que j'ai pas une lecture assez concentrée pour me poser ces questions-là. Ok. Et effectivement, j'adore le moment où Suzanne se contrôle. Au lieu de lui la gifler sa tante, et elle aurait pu la tuer là, en vrai, ça aurait été stylé. Pistolero. Elle est en mode, je vous pardonne. Je vous pardonne, ma tante. Vous êtes vraiment trop conne. Je vous pardonne. Oui, parce qu'en plus, elle est persuadée qu'elle va s'en sortir. Et a raison, hein, en fait. En vrai, leur plan est parfait, machin. Enfin, c'est. Bien sûr. Elle a vraiment espoir pour le coup. Donc, elle se dit à quoi bon être en colère. Ça, c'est vraiment ce qu'on aime chez Suzanne. Mais franchement, le dialogue de la tante, il est trop bien. Par les cendres soient maudites, soyez voués aux ténèbres tous les deux, soyez donc heureux ensemble, perfide, assassin, grucheur, menteur, fornicateur, apostate, damné. Elle pète les plombs. Trop bien. Pète les plombs. J'ai pas regardé en VO ce que ça donnait, c'est trop drôle. Vas-y, regarde. Sur sa route, Suzanne croise la carriole des grands chasseurs, qui traînent la sorcière qui ressemble plus à un troll qu'à un être humain. Elle doit quand même lutter contre quelques traumas qui remontent, mais le convoi passe son chemin, direction front de mer.
Tu as dit là que Suzanne, pardon, j'ai loupé, mais qu'elle parlait de son enfant? Non, elle en parle après. Elle en parle quand elle chevauche. Pour moi, elle en parle 2 fois quand elle chevauche, quand elle se voit chevaucher. Ce ne sont point vos oignons, ma tante. Tout est fini entre vous et moi, mais souvenez-vous bien de mes paroles. Nous serons mari et femme au terme de l'année. Nous avons déjà conçu notre premier-né. Ah oui, putain, ouais. Et tu vois, quand je l'ai lu, je crois que je me suis dit, elle est juste en train de dire qu'ils ont couché ensemble. Mais non, putain, en fait, elle le dit 3 fois. Ouais. Elle le dit déjà à sa tante en disant, vous allez être grand-tante. Oh la vache, oui, mais oui, t'as complètement trop raison. Bien. Et en VO, le passage de la tante, je suis désolé, il est trop bien. Parce qu'elle le dit en ancienne, un peu à l'ancien anglais. I curse these use these ashes. I curse these to darkness, both of thee. But you, c'est le you Y-E. Ouais. La façon, et c'est trop, je sais même pas comment on le prononce. Be happy together, ye faithless, ye murderers, ye causelers. Il est bien. C'est trop marrant. Faut que je lise je pense quand on aura fini le cycle, je le relirai en anglais. 13h, arrivée à la cabane de la mauvaise herbe, Suzanne ne peut s'empêcher d'être soulagée de la mort du Mertaurin, qui ne posera plus les mains sur elle. Après un encas, elle récupère les armes de Roland qu'elle est censée ramener à Gilead si les choses tournent mal. Et là se fait une réflexion qui, à ce moment, m'interpelle un peu. Parce que pour moi, c'était la première fois qu'elle le mentionnait, c'était... Suzanne se demanda si Roland avait vraiment espéré qu'elle chevaucherait à bride abattue jusqu'à Gilead, grosse de son enfant à naître, tandis que lui et ses amis retiraient à grands cris et les mains rouges dans le feu de joie de la nuit de la moisson. Mais quelque part, ça sous-entend qu'elle l'aurait déjà dit à Roland. Non, justement, parce que dans la... Ah non, elle le dit pas. La façon dont elle le formule, tu pourrais penser que lui, il le sait. Parce qu'il y a ce côté où elle se dit, genre, il a cru que j'allais repartir enceinte et les laisser brûler. Non, parce que ma fille ne le sait pas que t'es enceinte. Donc, Oui, c'est vrai. Comme je disais, franchement, je suis étonné qu'ils s'en doutent pas. Vu le nombre de fois où ils ont Ken, je suis étonné. Moi, je pense que je vais être très attentive sur tout ce qui va suivre, et notamment à le 10, parce que en fait, j'ai pas l'impression, une fois de plus, c'est une question de mémoire et où j'étais pas focus là-dessus, qu'il ait refait mention. Est-ce qu'il le sait quand il est avec le cathète, genre Eddie, Susanna, tout ça? Est-ce qu'il le sait qu'elle était enceinte? Et si oui, comment il est pas devenu fou? Tu vois, quand on voit... en fait, si c'est Roland qui narre l'histoire là, il le sait. Puisqu'il le dit, là, du coup. Ouais, on n'est jamais très sûr que ce soit Roland qui narre. On a fait beaucoup d'allers-retours sur cette hypothèse. On reverra peut-être les réactions aussi du cathète à la fin de l'histoire, histoire de savoir si eux ont compris que Suzanne était enceinte. Je m'en souviens plus non plus. Non. Parce que là, il mentionne quand même 3 fois que Suzanne est enceinte à une Susanna qui elle-même est enceinte. Et moi, j'aurais bien aimé avoir une petite réaction de Susanna, comme des fois on a Eddie qui pose des questions, à savoir que Susanna, elle met la main sur son ventre ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais, ça aurait été drôle. Ouais. Peut-être que le film le fera d'une façon ou d'une autre, ou la série. La série, tu veux dire? Ouais. C'est dans le film, il n'y a pas. La série. Où commence la série déjà? Non, je crois que la série, ils prennent un ordre chronologique. Je crois que la série, elle commencera avec ça. Alors, le vieil interview de Flanagan que j'avais vu à l'époque, à l'époque c'était il y a un an ou 2, peut-être, je sais plus. Il disait qu'il allait faire la saison 1 qui se terminait avec la création du cathète. Oui, c'était l'idée qu'il en avait de base. Parce qu'à la fin de la saison 1, le cathète devait être créé, donc ce serait forcément jusqu'à les 3/4. Donc Suzanne prend les armes et repart, mais pas vers Gilead, ni vers la ville. Elle a un stop à faire avant. J'aime bien que dans ce truc-là, elle dit « Je n'aimais plus arpenter couloir fond de mer, blablabla, mais invaser... » Jamais plus elle n'arpenterait un couloir à front de mer en se demandant de derrière quelle porte allait surgir comme un diable hors de sa boîte, main baladeuse en avant et bite raide au vent. Pardon, c'est pas ça que je voulais dire, mais je viens de le lire, donc c'est trop drôle. Non, mais c'est un monstre de classe, ce personnage. Ouais, c'est clair. Cendres, songea-t-elle, des cendres et encore des cendres, mais point les nôtres, Roland, point les nôtres, mon amour, je te le jure. Ils insistent tellement, dessus que c'est triste. Voilà. 15h, la salle municipale est pleine à craquer pour l'allocution de Fran Lengyel, qui annonce que les 3 gamins ont tué Thorin et Rimmer, et qu'il y a des preuves qui ne laissent aucun doute, n'hésitant pas à mentir sur le fait que les garçons auraient avoué leur meurtre, et pire, s'en seraient même vantés. Le motif des meurtres ne tient pas debout, tout le monde côté grand chasseur le sait, mais personne ne le relève dans l'assistance.
C'est fou. Ouais, en fait, c'est la foule. Exactement, il y a eu beaucoup d'études sur, exactement, sur les comportements de foule et c'était pas une conscience qui s'élève, tout le monde suit. Et c'est ça a été ça pour beaucoup de dictatures, et celle-là encore. C'est ça aussi beaucoup pour un peu d'effet de groupe dans des trucs de harcèlement, de personnes qui réagissent en cas d'agression, tout ça. Bien sûr. Ouais. Il y a eu les trucs surtout aussi de témoignages. Quand tout le monde dit que la voiture était rouge alors qu'elle était bleue et que toi tu t'en souviens, tu dis qu'elle est rouge parce que tout le monde s'en est souvenu. En fait. Ça modifie tes souvenirs. Ouais. Aucune question n'est posée ni à ce propos, ni sur le sort qui est réservé aux garçons. La suite ne fait aucun doute pour personne. Les festivités sont annulées, mais pas les grands rendez-vous politiques et commerciaux, ni l'immense feu de joie au lever de lune. Le feu au cours duquel on brûlera les pantins, entre guillemets, tout le monde comprenant le sous-entendu que cette année, il y aura peut-être des pantins de chair. La foule au regard noir est impatiente et déterminée. J'aime bien ce qu'il dit dans ce passage-là. Les pantins en main rouge étaient l'une des survivances de coutumes d'antan, des anciens rites, los ceremoniosos, je parle pas espagnol, charioterie, cela faisant des générations qu'on ne les pratiquait plus, mais parfois, quand le monde changeait, ils retrouvaient leur place d'origine. J'imagine les coutumes, même si au masculin et pas au féminin. Mais en fait, je trouve ça intéressant. On avait plusieurs fois émis l'hypothèse que le monde allait à l'envers dans l'entre-deux-mondes, que le passé était un futur très lointain pour nous, parce qu'il y a beaucoup de technologies, les grands anciens, machin et tout, et que plus le monde avançait pour eux, plus ils réduisaient en termes de connaissances et de tout, au point de ne plus savoir ce que c'était une Chevrolet ou de redécouvrir ce que c'était une gazinière en mode regardez, ils utilisent ça au lieu d'une cheminée. C'est assez intéressant. Et du coup, là, il y a un truc on revient vraiment en arrière au point où ce que les rites et anciennes croyances païennes prennent. Je t'embête, tu le dis. Hein, Non, pardon. Pardon. Les anciennes croyances païennes reviennent sur le devant de la scène et deviennent importantes, en fait. Et vraiment, il y a tous ces indicateurs qui font ça, en fait, qui font que le monde redevient... va à l'envers. Juste, en fait, le monde change dans le sens il va à l'envers, ce qui doit être vraiment perturbant à vivre. Mais c'est intéressant. La foule se disperse et reprend ses occupations en attendant le lendemain. À l'approche du Barca, Suzanne voit 400 chevaux, des coursiers, nous dit-on, être dirigés par des rancheros vers la roche suspendue et non pas vers les ranchs où ils sont habituellement rentrés pour l'hiver, confirmant ainsi ce que supposait Roland sur le vol des chevaux, mais surtout que la mort de son père est bien liée au vol de ses chevaux. Le Barca est désert et elle y récupère ce qu'elle est venue chercher, des petits tonneaux pleins de pétards transportés par la mule menée par Chimie. Il est 15h30, elle a un peu de temps devant elle ne compte agir qu'au crépuscule, alors elle fait une sieste, toujours recouverte de cendres et de suie. Là, elle parle du vol des chevaux que les chasseurs cercueils vont faire. En fait, je me disais, c'est fou comme on est sur vraiment du western classique, quoi. C'est clairement... les enjeux, ils sont au final très western, de vol de chevaux et de méfaits qu'on fait accuser chez les autres pour essayer de créer de la tension, en fait. Ouais. Suzanne n'est jamais en retard, et c'est seulement 10 minutes après le coucher du soleil qu'elle revient en ville et s'arrête devant le saloon. Chimie l'attend avec son mulet prêt à partir. Il fait partie de leur quatette. Il avait senti qu'elle viendrait. Coraline n'est pas là sous un faux prétexte. Il n'est pas bête. Il a compris que les grands chasseurs vont fuir et qu'elle va fuir avec eux. Sur le point 8, c'est vraiment insistant, hein, mais Suzanne rêve de Cordelia qui lui jette de la cendre, quoi. Oui. Encore. Et c'est vrai. Ça insiste fort, hein, quand même. Au moment où ça va arriver, pour moi, c'était juste... Vous l'aviez pas compris? Ouais, j'avoue. Mais pour moi, c'est vraiment Cordelia qui l'a maudit et qui la jette dans qui lui lance cette malédiction de c'est toi qui vas finir sur le bûcher, quoi. Tu vas finir ensemble. Ouais. Je trouve ça fort. Et j'étais un peu agacé à l'intérieur du baraquement. Suzanne découvrit sans peine la couche de Roland. Elle s'agenouilla devant comme une enfant qui fait sa prière du soir, posa sa tête contre l'oreiller et inhala profondément. C'est mielleux. Ah, Roland, fit-elle d'une voix étouffée. Comme je t'aime, comme je t'aime. Oh là, nous, putain. Ça va, on a compris. Oh là, relou. Elle est un peu mélodramatique sur les bords. Une gamine de 16 ans. Étonnant. Et pourtant, elle n'a pas été bercée au Disney et aux comédies romantiques comme nous. Donc, imagine notre génération. Est-ce qu'il y a un jugement qui fait que si on est bercé à ça, tu es plus mélodramatique que les autres?
Moi, je pense que je l'ai beaucoup été, que je le suis encore un petit peu. Hein. Mais du coup, t'es mélodramatique, je pense pas. Hein. Peut-être, mais je l'exprime pas. Mais... peut-être au fond de moi, je suis mélodramatique. Suzanne donne à Chimie quelques pétards qu'il met dans ses poches. Elle le met en garde sur ce qu'il risque s'il les aide et qu'ils se font prendre. Chimie le savait déjà. Sa mule est scellée, il est prêt à prendre tous les risques. Alors devant le saloon, elle lui explique son plan. On a une petite préparation, j'aime bien les toutes petites préparations paiement, de ce qui se passe quand Suzanne, qui n'est jamais entrée dans un saloon, ça c'est drôle comme détail, lui demande où ils se débarrassent de leur cape et leur manteau. Sous-entendu, ils vont les voler, mais on comprend après pourquoi. J'adore Chimie, putain. J'ai fini le point 9, vous avez des choses ? Ouais, j'aime bien on va livrer Arthur et les autres, pas vrai, en fait, je me dis, putain, c'est vraiment le personnage qu'on n'attend pas, quoi, c'est trop bien. C'est vraiment le gars qui voit tout, qui entend tout, qui fait attention aux petits détails que l'autre ne voit pas et qui comprend. Ça marcherait un enfant, en fait. Tu vois, c'est vraiment l'enfant, tu te dis, bon, il comprendra pas. Mais il comprend tout, en fait. Oui, qui est beaucoup plus observateur que ce qu'on pense. Clairement. Le fait qu'il l'ait pas dû, puis c'est très bien que Coraline, si elle est partie, c'est pas pour faire la course qu'elle avait dit, c'est qu'elle est avec les grands chasseurs. Il a tout compris, quoi. Ouais, puis il sait que jouer l'innocence, ça va lui servir, quoi, quelque part. Que les gens ne se méfient pas de lui. C'est l'outsider, presque. Ouais, il comprend, il sait, parce que n'oublions pas qu'il fait partie du même cathète que Roland, Alain, Suzanne et Cuthbert, et qu'on sait que les cathètes entre eux, ils communiquent de façon plus ou moins télépathique, entre guillemets, et de façon plus ou moins volontaire, et il y a potentiellement des choses qui, par ce lien, il sent qu'il aurait pas senti sans ça. Donc ça, je pense que ça renforce aussi une certaine intelligence naturelle ou un certain sens de l'observation. La ville est calme et parmi une des seules baraques ouvertes, il y a celle de la diseuse de Bonaventure, où tout le monde se presse bien que toutes les prédictions soient négatives. Dans la nuit tombante, la silhouette d'un vaquero et celle d'un mystérieux cow-boy au visage féminin dissimulé par un chapeau, qui chante « Amour insouciant », s'approche du bureau du shérif. Le vaquero, il laisse sa mule. J'aime bien qu'il fasse un faux suspense là-dessus. Ouais, c'est vraiment très faux suspense, ça. C'est juste pour faire... Je trouve que ça fait très cartoon. Il y a un côté vraiment dessin animé... Ou BD, mais BD franco-belge un petit peu, tu vois. On lit Lucky Luke, là. Clairement, c'est le truc où personne n'est dupe. Tu dis, les gars, c'est un peu gros. On voit très bien qui c'est, tu vois. Oui, c'est Superman qui met des lunettes et il dit, oh là, c'est Clark Kent. C'est ça. Ou Anna Montana, voilà, chacun ses rêves, mais... À l'intérieur, Cuthbert n'a pas perdu de sa verve et provoque un adjoint du shérif qui joue de la guitare. Alain est assis en tailleur et Roland, allongé sur sa banquette, se redresse en un éclair en entendant la porte s'ouvrir. Le cow-boy vu dehors, avec ses vêtements trop grands, entre et braque d'une main hésitante les adjoints du shérif. D'une grosse voix surjouée, le vaquero qui l'accompagne leur demande de libérer les prisonniers. Et pour montrer qu'ils sont sérieux, Suzanne, déguisée donc, on l'a compris, tire sur le bureau sous le regard fier de Roland, qui espère que le bruit des pétards dehors, déclenché par Chimie, comme on l'a compris également, étouffe le bruit du coup de feu. Dave bondit sur le cow-boy / Suzanne, ne pensant qu'à empêcher les prisonniers de s'échapper, oubliant les doutes qu'il a sur leur culpabilité. Et ça, c'est fort parce qu'il y a un côté où, s'il s'était rendu compte que c'était Suzanne avant de se précipiter sur elle, ça serait sans doute passé autrement. Parce qu'il a un doute. C'est juste que là, il se rend pas compte que c'est elle et on comprend qu'ils sont proches après. Donc, c'est terrible quand même. À chaque fois, ça se joue à peu de choses, en fait. Ouais, bien sûr. Petit détail qui pourrait changer tout, qui pourrait tout faire basculer. Ouais. Et j'aime bien qu'on nous les montre, ces détails-là, tu vois, de dire, regarde là, loupé. Tant pis. Il y a quand même le truc enfin, un coup de feu qui décapite le gars, quoi, tu vois. Imagine la puissance. On avait compris que c'était des sacrés gros flingues, des sacrés gros pétards qu'il avait, Roland. C'est plus que des gros pétards, hein. Ouais, du calibre 40, du calibre fusil à pompe aujourd'hui, à bout portant, t'arrives à faire ça. Si. J'ai passé trop de temps à regarder des vidéos tubes chelous que mon algorithme m'a fourni, ça fait du dégât. Je sais pas. Moi, j'adore le début où l'adjoint, il en a marre de Cuthbert. Il est vraiment en mode, j'ai envie de me barrer tellement il me saoule. J'adore que Cuthbert, même il y a plus aucun espoir pour eux, tu vois. Je pense qu'il y a un vague espoir en Suzanne et en Chimie, mais bon, ils sont aussi assez lucides sur leur situation, je pense. J'adore que ça l'empêche pas de provoquer et de blaguer et d'être impertinent. Et de les faire chier, quoi, jusqu'au bout. Hein. Il ira jusqu'à la potence en rigolant. Hein. Comme Eddie l'a fait, Eddie l'a fait jusqu'au bout. Hein. Moi, je pense que ça fait
c'est une technique de créer un truc, en fait, tu vois. Quand t'es en prison, faire chier les gens et les pousser à bout, c'est un truc, ça crée une situation à un moment qui peut t'aider, quoi. Peut pousser à la faute. Et je trouve que c'est... peut pousser à la faute, quoi, qui peut... Ouais, ça pousse à la faute. Tu testes les limites, en fait. Tu testes une petite limite en disant, on me laisse aller là, on me laisse pousser ça, on me laisse ouvrir la porte là, on me laisse passer un bras ici, tu vois. Et tu vois où ça mène, en fait. Je pense que ça fait partie de ça. Et je pense que Cuthbert, il est assez intelligent pour endormir les gens sous les blagues, quoi. Peut-être que, tu vois, il pourra se passer un truc à un moment. Et je trouve ça trop... tu sais, tu crées du lien avec ton geôlier. Et d'une façon ou d'une autre, à un moment, il va plus t'écouter, et du coup, il va se passer un truc, ou du moins, il va peut-être trop t'écouter, il va se passer autre chose. Je pense que c'est une technique de truc. Je crois trop que Cuthbert, c'est un trop bon personnage pour ça. Ouais, j'aime bien l'idée d'endormir les gens sous les blagues, parce que je pense qu'il le fait aussi en se disant que il crée une diversion, il crée une fatigue, il crée, il crée quelque chose, quoi. En attendant. Tu vois, si l'adjoint, il se barre, finalement, parce qu'il en a marre, bah, en fait, il y a quelqu'un qui le surveille en moins, en fait. Et ça marche. S'il est agacé, il est moins concentré, Exactement. Et j'aime bien, mais ça, King, il le fait très bien aussi sur quand, tu sais, il y a la fin du passage 11 où attention, Suzanne crie à Cuthbert, puis Dave, non. Quelqu'un crie Dave, non. Et parvenu au terme de son existence, ce fut le sens du devoir et non la crainte des grands chasseurs de cercueil qui anima Dave Hollis. Et en fait, t'as 10 lignes qui résument toute sa vie avec Suzanne, toute son enfance, tout le monde, comment ils se connaissaient, des machins et tout. Et le truc il se précipita, c'est quoi? Il ne songea qu'à une seule chose, qu'il était prisonnier de la baronnie et à ce titre ne s'évaderait point s'il pouvait les en empêcher. Et en fait, t'as vraiment un truc de tout espoir brisé d'un coup. Il y a un truc qui marche dans ralenti de l'action qui marche super bien, je trouve. J'adore ça. Il y a un côté le devoir avant tout et la raison de côté, quoi. Dans un réflexe qu'on ne peut pas lui reprocher, Suzanne tire sur le jeune Dave, à peine plus âgé qu'elle, et le tue. Elle n'a pas le temps d'être sous le choc qu'Avery l'a fait chuter, mettant le feu au bureau au passage, alors qu'il s'étonne qu'elle soit une fille, et que Roland hurle dans le fond, elle tire. Avery est mort, mais son poncho à elle commence à prendre feu. Elle réussit à l'éteindre grâce à la cruche remplie de graphes. Elle attrape les clés qu'elle lance à travers les barreaux, et en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, ils sont libérés, et elle sanglote dans les bras de son amoureux. Elle est évidemment bouleversée d'avoir tué Dave, un gentil avec qui elle jouait quand ils étaient petits. J'ai quand même eu un moment où un peu de peur, parce que régulièrement le graphe, même ses yeux, ça ressemble à du cidre, est décrit quand même comme quelque chose d'assez fort. Moi j'ai eu peur qu'elle aggrave la situation, qu'elle lui jette le graphe à la gueule et... Un petit bûcher. Lui, tu sais. Non, c'est tout sonne pour le bûcher. Suzanne sort chercher les vêtements qu'elle leur a ramenés, volés au repos des voyageurs. Chimie, lui, est déjà parti pour sa prochaine mission. J'aime bien l'idée que il fait ses tâches sans se soucier de... En fait, il sait ce qu'il a à faire et il a confiance en Suzanne dans l'idée de les choses doivent se dérouler selon le plan. J'attends pas de voir comment ça se déroule. Je suis attendue sur cette tâche-là, donc je vais aller faire cette tâche-là. Et il y a un côté hyper responsable, je trouve, dans juste le fait de se dire, ben non, en fait, lui, il est parti, il a autre chose à faire, on a besoin de lui, il est important et du coup, il va accomplir cette mission-là. Ouais. J'aime bien. Et eux aussi doivent partir alors que Suzanne prend conscience qu'en tuant Dave, elle a vendu son âme pour son amour. Et si Roland ne tient pas sa promesse, la malédiction de sa tante la touchera et il ne restera d'elle que des cendres. Et j'ai marqué. J'aime bien Cuthbert qui prend 2 secondes pour recouvrir le visage du mort de l'adjoint Dave du poncho carbonisé. Cuthbert encore. Ouais. Et il dit malchance. Collègue, dit-il, tu as été pris en deux feux. Et malchance, il l'écrit en 2 mots, M-A-L-E, plus loin, chance. Et je trouve que le terme, il est ultra chelou. Et c'est tough luck en VO. Ils ont essayé de le garder en 2 mots pour faire un peu genre... Ouais, vraiment du truc, mais malchance. Il y a un truc de maleux, tu vois, M-mal, je sais pas comment expliquer ça. M-A-L-E, je comprends pas pourquoi. Là, parce que c'est un mal. Il n'y a pas l'accent circonflexe, donc c'est pas le truc d'homme, mais c'est un peu bizarre. Ah bah, étonnant. Et donc, chapitre 9, la moisson. À l'écurie, il retrouve Chimie qui se jette dans les bras de Cuthbert. J'aime bien parce qu'en fait, il passe à côté de Roland en l'ignorant. Roland, il est en mode Chimie court vers moi. En fait, non. Il le passe. Le gars, il veut tout, quoi. Il veut la meuf, il veut les potes, il veut tout, quoi. Ça va, on est bien? Alors que Chimie, il n'a Dieu que pour Cuthbert. Bien sûr. En les attendant, il a scellé les chevaux qui sont prêts à partir. Ils doivent se cacher jusqu'à l'aube. Ils ne vont pas fuir. Il décide de leur montrer ce que c'est, des vrais pistoleros. Et du coup, là, moi, j'avais la sensation que c'était là qu'ils venaient vraiment des pistoleros, en fait.
Ce qui dit, les vrais pistoleros arrivent, tu vois. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'il parle de tout le monde, enfin de Cuthbert et de Bella en même temps, quoi. Ouais. Ils se rendent au Pétroléum et ne croisent personne, les festivités étant annulées. Ils s'arrêtent près d'un derrick toujours en activité et Roland récupère les pétards que Chimie a dans sa poche. Proche d'un tuyau de trop-plein, Cuthbert allume un pétard que Roland tient et s'enfuit, pendant que le pistolero attend le dernier moment pour y jeter le pétard dont la mèche raccourcit. Alors, pour moi, c'est pas très clair exactement ce qui se passe. Et en fait, je comprends pas pourquoi il y en a un qui allume, l'autre qui tient, et de machin. Pourquoi Roland, il peut pas allumer et tenir, et qu'il faut que Cuthbert, du coup, il s'enfuit à toutes jambes. J'ai pas trop compris. De quoi? Attends, j'ai pas compris, pardon. Enfin, en fait, ils prennent un pétard, ils raccourcissent la mèche, et c'est Cuthbert qui allume le pétard que Roland tient. Et après, Cuthbert, il s'enfuit, et Roland, dès que le pétard, la mèche est vraiment, vraiment raccourcie, il le jette dans le tuyau du pétroléum. Je me dis, pourquoi ils ont besoin d'être deux pour faire ça? Il peut pas allumer tout seul. Avec quoi ils allument? Ils ont peut-être pas de briquet. Il prend l'avance. Il y a pas un truc de, il tient le couvert. Enfin, il ouvre la cuve. Il y a peut-être ça. En fait, il a pas besoin de prendre d'une main la cuve ouverte, l'autre allume le pétard et il jette. Et si Cuthbert s'enfuit, c'est que si ça se passe pas avec les Roland meurt, il y a qu'un seul qui meurt. Oui, en fait, oui. Moi, je comprends que Cuthbert s'enfuit. J'arrivais pas à comprendre pourquoi. De base, ils y sont allés à deux. Et pourquoi il y a... Oui, c'est pas. Pour donner un peu plus d'action, je sais pas. C'est du détail, mais voilà. Ouais. Alors qu'à son tour, Roland prend ses jambes à son cou, ça explose dans son dos. Quand avec Cuthbert, ils réussissent à rejoindre Alain, Suzanne et Chimie, restés plus loin à les attendre, le derrick est une immense torche métallique. Et Roland n'a pas besoin d'aller embraser lui-même les autres derricks, puisqu'ils sont tous reliés. Un à un, chaque derrick explose et prend feu. Avant de finir comme du... Ouais, ça fait des sacrés gros pétards. Ouais, là, c'est plus un concert de Rammstein, c'est vraiment... J'ai retrouvé le passage et je viens de lire que Roland, il a une justification pour le fait que ce soit lui qui lance le pétard. C'est que comme ils ont traversé un truc très étroit, très étriqué, le fait que Cuthbert se passe devant, ça veut dire que lui, il a la voie libre quand il va lancer une fois qu'il lance le pétard, il aura personne devant lui pour le gêner quand il va devoir lui aussi courir dans ce dédale. Ah oui, ok. Oui, mais pourquoi ils y vont à deux, tu vois? Moi, c'est ça, ce truc de pourquoi Roland ne peut pas allumer lui-même le pétard et le jeter. Il sait pas ce qu'il va trouver, donc peut-être qu'ils y sont allés à ça, je sais pas, mais à mon avis, c'est plutôt... Oui, ma question vraiment, c'était juste ça. Hein. Ouais. Avant de finir comme du popcorn ou que leurs chevaux deviennent fous de terreur, le cathète fuit le pétroléum. Ouais, il fuit. Ouais, c'est un bon passage. Mort et destruction, je sais plus quoi, il y a un truc comme ça. Attends, il dit quoi? Enfer et damnation, il était bien, lui. Ouais, il est dans le bruit, il a un truc, il a retrouvé son âme, il est cool. Alors qu'il passe du bon temps avec Coraline, Jonas, au début, ne croit pas aux explosions qu'il entend. Plus tôt dans la soirée, il a récapitulé le plan lors d'une réunion de l'association du Cavalier, enfermé Réa et sa boule dans l'ancienne chambre de Kim Barrymore, et a rejoint son amante dans une des autres chambres de la demeure de Feu le maire. J'adore que Jonas trouve son âme sœur quand même, en la présence de Coraline. Je suis désolé, ce passage, il est quand même assez beau. Je crois que j'y reviens après, mais c'est sur le premier passage, vraiment, il avait déjà connu des femmes ardentes dans sa vie, de celles qui attisent en vous une fournaise et l'entretiennent en vous dévorant avidement des yeux, tandis qu'elles pompent activement des hanches ainsi. Mais jusqu'à Coraline, nulle autre femme n'avait eu le don de le faire vibrer si puissamment une corde sensible en lui et avec une telle harmonie. Sur le plan sexuel, il avait toujours été le genre d'homme à prendre ce qui se présentait pour mieux l'oublier, mais avec Coraline, il n'avait qu'une idée, recommencer encore et toujours. Dès qu'ils étaient ensemble, ils s'accouplaient comme des chats ou des furies, ils se mordaient, ils s'injuriaient. Au côté de Coraline, Jonas avait l'impression de frire à feu doux. Il y a un truc il est complètement amoureux en fait. Et je trouve ça beau en fait. Même si c'est un connard, même si c'est un méchant, c'est beau que les gens qui s'aiment. Moi, je l'ai surtout senti un petit peu plus tard, où il y a un parallèle entre Suzanne et Roland qui se promettent de se retrouver, et Jonas et Coraline qui se promettent aussi de se retrouver. Et moi, là, ça m'a surprise. Plus qu'un truc autour du... plus que autour du sexe, où en effet, tu comprends qu'il y a un truc en particulier avec elle. Mais je pensais pas que c'était à ce point particulier pour qu'il fasse la promesse de la retrouver après. Et ça, c'était vraiment fort. Mais oui, on peut en reparler à ce passage-là. Mais c'est bien Cydgo qui a explosé. Jonas le voit depuis le balcon sur lequel il est allé encore tout nu et tout bandant, après avoir quand même pris le temps de jouir. Et c'est trop le face, quoi. En plus, les explosions sont tellement fortes, et en même temps, le cul entre eux est tellement fort qu'il est pas sûr que les explosions se soient pas... c'est pas ce qui a explosé. C'est quand même...
C'est parti. Enfin, ça va être vraiment très particulier. Ils ont la santé, hein. Ouais, c'est marrant. Non, mais en fait, même il leur dit, ce fut féroce comme à l'accoutumée, Jonas approchait de l'orgasme quand retendit l'explosion du premier d'Eric. Bordel, quelle femme songea-t-il? Elle n'a jamais eu sa pareille au monde, sacre Dieu. Là, le mec, en fait, ça marche. Je trouve que ça marche bien, quoi. Le mec, il est tellement dans l'orgasme que ça marche. Et ne me demandez pas pourquoi. Mais à la fin, elle dit, quand il arrête, elle dit, qu'est-ce qui te prend, tempêta-t-elle, voilà. Ah oui, c'est dur. Au moment où Jonas ouvrit grand la porte-fenêtre devant sur le balcon, j'aurais pu jouir encore 2-3 fois. Ouais. Dit-elle. Et en fait, je suis allé voir en VO ce qu'il disait. Je sais pas pourquoi j'ai voulu aller voir. En VO, il dit juste 3 fois. Ah ouais, bah. En français, on se dit, bon, allez, 2, c'est bien, ça va. Oh. C'est déjà bien de 9. Non, c'est 3 en VO, d'accord? C'est trop. La peur de l'imperformance. Peut-être. Probablement. Il n'a aucun doute que cette série d'explosions est causée par Dearborn, et Claire Reynolds, qui déboule en trompe dans la chambre, le confirme. Les garçons se sont enfuis. Avery et l'adjoint qui était avec lui sont morts. Il n'y a pas à dire, ces gosses ont du cran, et une fois de plus, ils préfèrent être ailleurs qu'ici. Et il y a un côté aussi presque triste avec Jonas, où en fait il sait ce qu'est le cas, il voit le cas, et il comprend qu'il en est prisonnier, en fait. Il subit de A à Z, et vraiment il subit. Et c'est pas la première fois qu'on a ce truc où il se dit... Ça me casse les couilles, j'ai juste envie qu'on arrête tout ce bordel et j'ai envie de rentrer chez moi et prendre ma retraite, quoi. Et c'est fou d'avoir un grand méchant hyper cruel, mais vraiment très méchant, qui pense ça. Ouais, il est sur la fin de sa vie en même temps. Là, il a trouvé une femme, il a un truc de... J'avoue. Il s'est cassé, quoi. Quelque part, il a trouvé des raisons de se poser et de plus avoir envie de... Ouais, complètement. Ouais. Ah, vous avez raison. Et j'aime bien le passage où... Enfin, je trouve ça triste. En fait, Jonas, il me rend triste comme personnage, je l'ai déjà dit, je crois, mais vraiment, il me rend vraiment triste. Il éprouvait un curieux obscurcissement de l'esprit, machin. En fait, faire l'amour à l'aimable et vigoureuse Coraline avait quelque peu dilué cette sensation, mais à présent, la vision de ce brasier échevelé qui 5 minutes à peine auparavant représentait les réserves pétrolières de l'homme de bien lui restitua une intensité débilitante, telle une fièvre des marais qui a beau vous déserter à fleur de peau, mais ne s'en dissimule pas moins au cœur de l'os, ne vous lâchant jamais vraiment. Tu es dans l'Ouest, lui avait dit Dearborn. L'âme d'un homme tel que toi ne peut jamais quitter l'Ouest. Bien sûr, c'était la vérité, mais il n'avait pas besoin que ce sale Wiscity de Will Dearborn le lui dise. Or, maintenant que la chose était dite, une part de lui-même ne pouvait se l'ôter de la tête. Et je trouve ça ultra triste que le mec, il soit juste défini par ça, en fait. Toute sa vie, il a juste essayé de combattre cette honte qu'il a. Marque d'infamie. Je suis pas un raté, en fait. Mais il n'est défini que parce que c'est un raté. Et c'est pas tellement horrible à vivre, quoi. Il y a presque un 2.0 tour sombre où je me dis, tu devrais pas être défini par ça, Jonas, vraiment. T'es un homme bien, passe à autre chose. C'est pas parce que t'as échoué là-dedans que t'es un honteux. T'as autre chose à faire, d'accord? Il est temps de rassembler une avant-garde. Renfrew s'en occupera après avoir reçu les ordres de Reynolds, et de Pape, quant à lui, va aider la vieille sorcière à se préparer. Il est temps de partir à front de mer, et savoir quoi faire de tous les chevaux n'est plus une priorité. Il faut partir, et surtout, il faut garder intact le fragment d'arc-en-ciel tant qu'il est sous leur responsabilité. Le cathète frôle le coup de chaud et se réfugie finalement à la cabane de la mauvaise herbe. Pendant qu'Alain essaye de sentir ce qu'il se passe aux alentours avec son Shining, Chimie et Cuthbert se font des présentations officielles sur leur vrai nom, et c'est très touchant et à la fois très drôle. Vous voyez pas, mais Zef rougit presque. Non, mais il y a un truc je rougis de plaisir. Non, mais c'est marrant. Déjà, t'as le truc de... t'as Suzanne qui demande qui est Corte. Et t'as un vieux rappel à Jonas, encore une fois, je trouve ça assez dur. Le vrai dur qu'Eldred Jonas s'imagine être, lui répondit Alain. Et je me dis, oh putain, vraiment, on lui remet encore une couche, quoi. Ah, mais c'est des gamins. Et oui, bien sûr, mais ils ont raison à ce moment-là. Ouais. Et effectivement, Cuthbert, répétait Chimie, pouffante plus belle. Oh, mes dieux, qu'il est marrant votre nom, ça m'étonne plus que vous le soyez autant. Cuthbert, elle est bien bonne, celle-là. Et franchement, Cuthbert a prouvé du chef en souriant. Je le tue tout de suite, Roland, maintenant qu'il ne nous sert plus à rien. J'adore. Et je me dis, en fait, je suis pas sûr qu'il soit pas sérieux.
Et c'est marrant parce que j'ai écouté Kingslingers et eux-mêmes le prononçaient un peu comme nous et pas comme c'est dit en VO. Et tu peux regarder en VO si tu veux. Et du coup, ils s'étonnaient de la façon dont c'était prononcé. Ils se disaient, mais jamais on l'aurait prononcé comme ça de toute façon. Nous aussi, on est comme ça, quoi. On est au point 4 du chapitre 9. Ouais. Point 4. One eternity later. Cuthbert is my name. Blablabla. Bla, bla, bla. Et Shimi dit K-Youthbert. K comme une clé. K-E-Y. Tiré youth comme jeune. Et Bert. Youthbert. K-Youthbert. Ah oui, le U. Ouais, en fait, le U, c'est vraiment. K-Youth. U, quoi. K-Youthbert. Ah non. K-Youthbert. Ouais. Cuthbert. Ah oui, c'est Cuthbert. Ouais. Ah, c'est marrant. Ouais. Cuthbert. Ah, c'est drôle, ok. Mais ça marche aussi en français. Ouais, les deux fonctionnent. Ouais. Mais K-Youthbert, c'est vrai, c'est marrant. En fait, il n'y a pas le même sens en anglais, je trouve. Le jeu de mots, il est plus potache. Ouais, il est plus potache en anglais. Ah, ouais, je sais pas. C'est marrant, ok. Roland s'éloigne du groupe avec Suzanne pour discuter, parce qu'il est mi-fier, mi-mécontent qu'elle ait désobéi pour les sauver. Mais il a autre chose à lui demander et qu'elle doit suivre. Elle doit rester à la cabane avec Shimi pendant que les autres vont régler leur compte. Une promesse facile à faire, puisqu'elle n'a pas d'armes et qu'elle est toujours traumatisée d'avoir tué Dave. Et ce qui est marrant, en fait, avec cette séquence, c'est qu'ils évaluent les chances de Roland de mourir. Enfin, plutôt de survivre, mais de mourir aussi, du coup. Genre à moite-moite, mais qu'ils disent pas une seule seconde que c'est peut-être Suzanne qui va mourir. Genre vraiment, il y a vraiment un côté, quand tu seras là-bas, tu seras complètement à l'abri, juste tu attends de voir ce qui se passe. Oui, il y a un truc de toute façon, c'est nous qui allons au front, donc s'il y a des gens qui vont mourir, c'est nous. Ouais. J'aime bien tu m'as désobéi, Suzanne, ça va, masque une merde, comment ça se passe? Elle a son propre choix, parce qu'elle veut, non? Ça va. Ouais, c'est vraiment un petit garçon dans on le sait hein que à Gilead c'est pas forcément le bon côté hein, c'est pas les plus cool ni les plus à gauche hein. Donc non, le contrôle sûr, tout ça. Mais connaissant un peu Roland, je pense qu'il serait femme ou homme, il aurait dit la même chose à un homme qui lui aurait désobéi. Oui, non, bien sûr, c'est juste pour c'est la Roland, blague. Parce que même lui, il est fier qu'elle ait désobéi. Ouais. Roland peut faire comme il dit, hein. Vraiment. J'aime bien il a eu un sourire soulagé. Maintenant, c'est à ton tour d'être honnête avec moi, Roland, demande Suzanne. Et lui répond, si ça m'est possible. Je me dis, ça y a un moment où tu peux pas être honnête avec elle. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le deal? On sait tous que Roland, il cache des choses. Déjà jeune, hein, il cache des choses. Ouais, il cache des choses. Ouais. Et Suzanne, t'as fini point 5 là? Non. D'accord, vas-y, continue. En tout cas, si elle entend les citernes exploser, elle doit fuir avec Shimi jusqu'à Gilead. Et alors là, on nous redit que Suzanne porte son enfant. Et c'est là où moi, je me suis dit... En fait, c'est là où je me suis souvenu de la fois d'avant où j'ai eu un doute sur le fait qu'elle le mentionnait. Et là, c'est écrit noir sur blanc qu'elle porte son enfant parce qu'elle hésite à lui dire. Ouais, qu'elle veut pas le dire sous cette lune qui est vilaine. Hein. Ouais. Ça m'a jamais... je l'ai jamais intégré non plus. Putain, hein. Maintenant, c'est ouf. Hein. Je comprends pas comment tu passes à côté de deux infos... à moins de faire une lecture rapide, mais trop rapide, tu passes plusieurs fois à côté de l'info qui est écrite noir sur blanc, quoi. Là, on l'a déjà fait pour un podcast, ça, tu vois, donc c'est pas de la lecture si rapide que ça. C'est pas notre premier podcast sur la tour sombre grand poil, donc voilà. C'est ouf, hein. Ouais, moi je vais mettre un post-it. Suzanne est enceinte. Non mais si la personne qui faisait le résumé, je sais plus qui faisait le résumé sur Steven, mais si la personne le relève pas. Ouais, peut-être qu'on l'avait, je sais plus si on l'avait relevé ou pas. Je sais pas souvenir quand je vous ai dit. Discutez moins sur les résumés. Ouais. J'ai pas souvenir, mais j'avais peut-être trop de sel dans les oreilles à force de vous écouter, j'entendais plus. Pardon, je baille quand tu parles. Moi j'aime bien Suzanne qui dit on a le temps de Ken ou pas? Non, vraiment, hein, elle le dit. Hein. Oui, quand pars-tu, demande à Suzanne, avant nous le tour de faire l'amour. Wow. Wow. King, il a dit que c'était la dernière fois. C'est bon, c'est pas la peine de demander. C'est un peu Oui, mais elle a pas lu le livre, elle sait pas. C'est un peu le dernier sexe d'une condamnée, tu vois. Ouais. Mais j'aime beaucoup la façon dont elle n'avoue pas l'enfant, en disant sous cette lune, ça porterait malchance. Pardon. De leur côté, Coraline et Jonas ont eu étonnamment plus ou moins la même discussion à base de ma vie pour toi et on se retrouve dès qu'on a gagné la bagarre. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que tu veux développer Zef ou pas? Non, mais moi je trouve que c'est un parfait reflet des deux, quoi. C'est le reflet de l'amour de Roland et Suzanne. Je trouve ça si beau. Enfin, le passage, il est incroyable, quoi. Coraline avait voulu venir, mais Jonas n'avait pas voulu. N'avait pas la même vision des choses qu'elle.
si jamais nous sommes tués, tu pourras continuer ta vie plus ou moins comme avant. Lui avait dit, rien ne te rattachera à nous. Il la protège. Il veut la protéger, ouais, c'est un truc de Il la ouf. protège. Si nous, on meurt, on découvrira qu'on a menti, qu'on a tué le maire. Il y a rien qui te rattache à nous. Et au moins, t'es tranquille. Tu peux continuer ta vie. Putain, c'est ouf, quoi, tu vois. Lui, le vrai connard égocentrique de merde qui se dit, non, moi, on pourra te protéger. Et elle qui répond, sans toi, je ne suis pas sûr que continuer à vivre m'intéresse. Même elle, tu t'attends pas à ce qu'elle dise ça. Parce qu'on Bien te l'a sûr, présenté c'est quand même Roméo et sur... Juliette, quoi. Enfin, la première fois qu'on l'a rencontrée, elle était derrière son bar avec ses Bien putes sûr. et à envoyer balader tout le monde dans son bar, tu vois, et à tenir tête à tous les gars qui ont sans doute plus d'une fois essayé de l'agresser, en plus, qui sont toutes embourrées. Et ouais, c'est fou. C'est fou. Et c'est vraiment encore, tu vois, quand il y a ce truc de... Au début, on sait que c'est Roméo et Juliette qu'on va lire en version Kingian. En fait, finalement, il y a deux histoires, quoi. Il y a vraiment cette histoire de Coraline et Jonas, quoi. Et vraiment, il y a un truc ultra triste de... Une femme sur 1000 était comparable à Coraline Taurin, aussi maligne que sa seigneurie Satan en personne, et en baisant comme sa gueuse, et putain, si seulement les choses pouvaient se dérouler aussi simplement qu'il lui avait décrites. T'as vraiment un truc de... Le mec, il est fou d'elle, en fait. Tu vois, pas pour les bonnes raisons, il est peut-être pas amoureux, c'est pas un amour pur, c'est un amour sale, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est incroyable, je veux dire, quelles sont les chances... Ça lui correspond, c'est quelque chose qu'il recherchait probablement lui aussi sans le savoir et qu'il a découvert. Et t'as vraiment... Oui, c'est son âme sœur. T'as vraiment le parallèle des deux périodes en plus différentes. T'as le jeune qui découvre son premier amour, quelque part lui aussi, le vieux, il découvre aussi son premier amour. Bien sûr. Voilà. Il va pas avoir la même perte des deux côtés. Non, bien sûr, mais vraiment, il découvre son âme sœur. Enfin, c'est incroyable. Tu te dis, et je sais pas quel âge Jonas, mais à son âge, se dire qu'il découvre enfin la femme qu'il aurait voulu avoir toute sa vie, mais c'est incroyable. Pas en tout cas, pas forcément la femme qu'il voulait avoir toute sa vie, mais la femme qu'il lui faut à ce moment de sa vie, en fait. Tu vois, c'est ça qui est incroyable. Et il fait des bons méchants. Il fait des bons Pardon méchants. Il fait des bons méchants, King. Ouais, bien sûr. Vraiment. En tout cas, il les rend humains, quoi. Encore une fois, t'as envie de. Enfin, moi, je suis désolé quand j'ai ça, j'ai envie qu'ils s'en sortent. J'ai envie qu'ils se cassent tous les deux, et qu'ils prennent leur petite maison au coin d'un lac, qu'ils baisent tous les matins et tous les soirs, et qu'ils fassent leur vie, quoi. Pas jusqu'à dire que j'ai envie qu'ils s'en sortent. Non, mais après. Je ressens un peu d'empathie pour ce qu'il ressent et tout ça. Mais je sais pas comment expliquer. En fait, c'est un peu le truc de. Je suis désolé, je suis encore une digression, mais Hit avec De Niro et Pacino. En vrai, De Niro, c'est un connard dans le film. C'est le mec que t'as pas envie. Enfin, en fait, c'est toujours le même problème des points de vue dans les films, les séries, quoi. Quand t'as le point de vue du méchant, t'as envie qu'il s'en sorte. Parce que c'est le point de vue que tu suis, c'est lui ton héros dans l'histoire. Et qu'on t'explique ses raisons, ce que t'as pas forcément quand t'as le point de vue du héros quelque part. Bien sûr. Là, t'as quand même un mec qui braque des banques, qui tue des gens, qui tue des flics, qui pour de l'argent, tu vois, t'as un truc c'est un vrai salaud en fait, tu vois. Mais à la fin, t'as envie qu'il s'en sorte. Quand il est en train de s'échapper, t'as envie qu'il s'échappe. T'as envie qu'il survive à ce passage-là en fait. Et du coup, c'est un peu ça le truc, c'est que en fait, moi, Jonas, à ce moment-là, j'ai envie qu'il se rende compte que en vrai, si je prends ma route maintenant, je peux m'en sortir et je peux finir ma vie correctement. C'est-à-dire peut-être pas être le plus gentil du monde, juste être dans un coin, plus faire chier les gens, mais peut-être racheter une vie, quoi. Peut-être racheter une partie de sa vie, tu vois, de ce qu'il a été. Et je me dis, en vrai, c'est faisable dans un monde où ils sont dans l'entre-deux-mondes. Dans notre monde à nous, je dirais non, tu vois, je dirais non, il doit faire face à la justice, il doit payer pour ses crimes. Dans un monde où c'est apocalyptique, où t'as rien qui t'as pas de justice, t'as pas de système de justice en place, à part la justice qui est faite par les gens ou par les pistoleros eux-mêmes, mais c'est comme être dans un monde post-apo pur et dur et des zombies et dire non, on a encore un sens moral, il faut pas tuer. Mec, t'es dans un monde où tu dois survivre chaque jour, quoi. On s'en fout du sens moral. Tu tues les gens pour pouvoir te dire moi je dois survivre. Et c'est un peu ça l'idée. C'est là en fait, il a fait des choses ignobles, je dis pas. Mais en fait, t'es dans un monde où la moralité est quand même assez différente de la nôtre, quoi. Et je trouve qu'il y a un truc il pourrait essayer de se racheter différemment. Mais c'est parce que là, à ce moment-là, je suis un peu avec lui, quoi. Non, mais j'entends le point de vue. Hein. C'est différent de notre moralité, et pour autant, King, là, il fait ce qu'il fait tout le temps, et c'est ce qui fait partie de son style, c'est aussi mettre
mettre un méchant qui est proche de nous. On le comprend, il vit les mêmes choses que nous, il a les mêmes travers que nous, juste il cède à certains démons, et c'est vraiment le sujet de King dans toute son œuvre, c'est comment on cède à nos démons ou pas, quels sont nos démons intérieurs, qu'est-ce qui fait nous des bons ou des mauvais quand on veut être un peu manichéen. Et il y a vraiment ce truc où... tu vois, l'empathie que t'as pour lui, moi je l'ai eu assez bizarrement en lisant Carrie, parce que Carrie, les gamins qui la harcèlent, tu les comprends parce qu'elle est casse-couille. Carrie, moi quand je la lis, elle est toujours en train de gueuler après sa mère, elle me fait péter des plombs. Carrie, je n'aime pas ce personnage-là, et je pense que c'est volontaire d'en faire un personnage qui geint autant de A à Z. Tu comprends presque, tu te dis dans tes fantasmes les plus poussés des gens que t'as détestés, tu fais ce qu'ils lui ont fait, quoi, tu vois, mais sans avoir basculé. Et c'est là où du coup les méchants chez King, ils sont très proches de nous, c'est des gens qui ont cédé à leur pulsion. Bien sûr. Et c'est marrant du coup de voir, les méchants aussi, ils ont droit à l'amour, et on a le droit d'être touché par les méchants qui ont droit à l'amour, quoi. Mais c'est surtout que dans un monde comme dans l'entre-deux-mondes. Tu vois, en fait, t'as un truc de... Je rappelle, dans le tome 1, t'as quand même... c'est Axe, je crois qu'il s'appelle, le cuisinier. T'as le mec qui dit quand même j'en ai marre de vivre sous la joue du pistolet, quoi, tu vois. Sous la joue de mecs juste avant qui sont là avec des armes à feu, quand nous, on n'en a pas, et qui viennent et qui disent c'est comme ça, la loi, en fait. Ouais. Et qui te flinguent si t'es pas content. En fait, tu te dis, en fait, les pistoleros, ok, ils se battent pour le blanc, ils se battent pour le bien, ils se machin, mais c'est eux qui font la loi, en fait. Et t'as un truc au bout d'un moment, c'est pas simple, je pense, de vivre comme ça. Et du coup, on est quand même dans un monde où les pistoleros qui se battent pour le bien tabassent des gosses pour en faire des pistoleros, et quand ils ratent une épreuve, les envoient à bannir, quoi, tu vois, ils les bannissent avec toute la honte que ça donne, qui vont résonner dans toute leur vie en leur donnant zéro chance de se rattraper et en faire des méchants. Tu vois, en fait, t'as ce truc de tu réussis ou t'es une merde. Je comprends qu'au bout d'un moment, enfin, moi, je sais pas, perso, je pense que demain, je me dis, je rate un truc et on dit t'es une grosse merde, et tu pars de notre vie. Ah, t'étais bien au château en train de vivre là dans la chaleur et à bien bouffer, bah tu pars, tu vas te débrouiller dans le désert et tu vas crever maintenant. Moi, je pense que je tourne pas très bien non plus derrière. Je sais pas pourquoi, mais je pense que je tourne pas très bien. Et du coup, t'as un peu cet effet-là, quoi, tu vois. Donc du coup, il y a un peu cette résonance de, bah oui, au bout d'un moment, bien sûr que tu t'en sors comme tu peux, quoi. Tu fais pas forcément le bien. Ouais, je comprends. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je suis prêt à prendre tout le monde en débat. Jonas chevauche avec les autres et avec la vieille sorcière, donc le cristal reste éteint. Il a peur. Lui, il se doute que les jeunes ne sont pas partis et prépare une attaque, alors que les autres continuent à prendre ça à la légère. C'est fou, après autant de temps, d'être toujours autant sous-estimé. À la cabane, les garçons disent au revoir à Suzanne et Chimie. C'est beau, c'est fort et ça sent les adieux. Surtout que King nous fait une King. Quand Roland la revit la fois suivante, elle était prisonnière du cristal du magicien. Et c'est presque un peu trop lourd à ce stade-là, en fait. Moi, j'aime bien, moi. À ce moment-là, on n'est pas complètement sûr du sens que ça peut avoir. Hein. Quand t'as pas déjà lu, oui, je peux dire est-ce que effectivement le cristal du magicien va aspirer Suzanne, elle va être prisonnière. Oui. Tu sais pas encore qu'elle va crever. Oui, j'aime bien. Qu'elle va crever sur un bûcher. Surtout quand on a eu tous les débats de est-ce qu'il y a un démon dedans et tout, tu te dis mais en fait ça se trouve c'est juste une prison, il y a des âmes. Oui, moi je l'ai lu de deux façons différentes. Soit effectivement son âme est aspirée par la truc, soit c'est parce qu'il regarde à travers la boule et du coup il la voit à travers que la boule en fait. Il peut ne revoir Suzanne que par la boule en fait. C'est ça que j'avais un peu compris, mais c'est tout. Les garçons aperçoivent rapidement la roche suspendue et Virou Canyon. Ils se sentent prêts à livrer bataille, peu importe le scénario qui se présentera à eux. Roland est même suffisamment confiant pour s'autoriser de fantasmer quand il sera à la retraite aux côtés de sa chère Suzanne. Mais il est interrompu par Alain, qui sent arriver un groupe de 6 à 10 cavaliers, sans réussir à identifier s'ils ont le cristal. Peu importe, ils se tiennent prêts à l'attaque. Il y a quand même une forme de compétition entre les gamins. Tu sens que c'est des gamins, quoi, et des pistoleros quand même. Mais parce qu'il y a une forme de compétition de... Alain avait compris plus vite un truc que Roland, et Roland s'en veut de pas l'avoir compris avant. Et c'est un peu triste, je trouve. C'est très Roland, hein. Plus que gamin, c'est aussi très Roland. Hein. Il est censé être le premier en tout. On sait que c'est un complexe de cul de Berthe de pas être, en tout cas être tout le temps le second. Donc ça veut aussi dire en face que Roland est habitué à être le premier. Ouais, complètement.
j'ai bien aimé sa petite rêverie d'enfant de Roland. Quand il dit il s'imaginait marié avec elle sur une petite terre quelque part au sud de Gilead. Quelle naïveté. Non, je trouve ça marrant. Le gars, il se dit, bah oui, quand on va rentrer, je vais m'installer avec elle. Ouais. J'ai 14 ans, tout va bien. Mec, tu viens de devenir pistolero, ton père, il va te renvoyer en mission, tu crois quoi? Et j'aime bien l'un des pouvoirs des pistoleros. Oui, en fait, que Alain puisse voir à travers l'espace, le temps, je vois le cristal. C'est là qu'il dit c'est un petit groupe, vous ne vous entendez pas plus de 10, peut-être seulement 6. Tu vois, il y a un truc, le Shining ne m'indique rien autour de ça, il y a un truc marrant, quoi, j'aime bien. Pendant ce temps, la boule de Rhea s'est réveillée et Jonas s'attarde même dans sa contemplation et comprend alors tout. La jeune Suzanne, non seulement elle couche avec Dearborn, mais c'est elle qui l'a fait s'échapper avec ses amis. Et c'est marrant parce qu'à ce moment-là, quand il voit Suzanne, il voit pas Shimi. Alors, on sait plus tard que Shimi est dedans et que Suzanne est dehors. Donc ça sous-entend que, en fait, il voit que dehors. Je dis quand même, la boule de cristal, elle est censée capter un peu plus loin que juste devant une porte. Et moi, ça m'a fait penser au fléau quand Tom Cullen est envoyé à Las Vegas. Et il est envoyé parce qu'il passe sous les radars de Randall Flagg. Et rappelons que Tom Cullen, c'est un peu un chimie, c'est quand même le simplet d'esprit de service. Et donc, il y a un vrai truc chez King avec les simplets de service sur qui la magie n'a l'air de pas fonctionner, ou en tout cas, pas ce type de magie-là. Ouais, j'aime bien ce parallèle. Complètement. Mais je me dis aussi que la boule, ce qu'elle montre, c'est ce qui va faire quelque part, c'est ce qui va faire le plus de mal. C'est le truc le plus cruel. À la limite, dans ce sens-là, elle s'en fout de chimie. C'est Suzanne est sa cible. Ouais. Ouais, il y a aussi un truc qu'on avait dit qu'on avait supposé de toute façon, le cas protège ce qu'il faut protéger pour que l'histoire avance dans le bon sens. Oui. Qu'en fait, le cristal ne peut montrer ce que le cas autorise, entre guillemets, un peu autour de ça, quoi. Oui, de la même façon que du coup, Shimi, il a envie de faire pipi pile à ce moment-là, et donc du coup, quand il fouille la cabane, bah, il est dehors, il est plus dedans, quoi. Oui, voilà, c'est vraiment, une fois de plus, on est sur des questions de timing serré, mais c'est le cas qui fait son œuvre. Et du coup, tu me fais penser dans le fléau, comment Randall Flagg, il voit? Il voit pas? Il voit pas. Parce qu'il dit, je me souviens de la phrase oui. Il se trahit, je crois que Tom Cullen, je le vois pas. Il dit, lui, je le vois pas. Ça, ouais. C'est ça qu'il dit, en fait. Ce mec-là, il sait combien, Tom Cullen, je le vois pas. Il sait combien de personnes ont été renvoyées, mais il ne détecte pas le dernier. Oui, voilà. Et en fait, je me souviin de la scène où il interroge la meuf à la fin, où il s'énerve sur elle en disant, je le vois pas, je ne sais pas qui c'est. Et en fait, il y a un truc. Et du coup, je me dis, comment il voit les choses? Est-ce qu'il y a un cristal dans un coin? Et peut-être. Ouais, bah, en vrai, je serais pas étonné, hein, genre, ce serait trop bien, mais. Ça serait drôle qu'il y ait une lueur rose quelque part. Ouais, ou une bleue, ou une verte, ou n'importe quoi, en fait, qui permet de, tu vois. Ouais. Mais je serais pas étonné, du coup. Non. Relisez Le Fléau, hein, vraiment Le Fléau. C'est un gros pavé, mais c'est vraiment un des meilleurs King. Après la tour. Et avant de s'éteindre, la boule fait exactement ce qu'elle craignait. Elle les trahit, montrant à Jonas et à Rhea que Suzanne est seule, vulnérable. Elle attend les garçons à la cabane, et si elle les attend, c'est bien qu'ils sont eux-mêmes en train de préparer un coup. Et là, en plus, non seulement la boule, elle choisit de montrer Suzanne, mais pas Shimi, mais en plus, moi, ce qui m'étonnait le plus à ce moment-là, c'était qu'elle choisisse de montrer Suzanne, qui est pas vraiment la cible principale de Jonas. De base, c'est plutôt Roland. Et lui, du coup, il est en mode. Mais Jonas, il sait comment il veut lui faire mal. Hein. Il a la vexation, la frustration de tout ce que les jeunes lui ont fait subir. Ouais, c'est exactement ce que tu disais. Il montre ce qui fera le plus mal, et ça fera plus mal de tuer Suzanne que d'arrêter Roland, quoi. Bah, surtout qu'après, Jonas, il pose la question à Rhea sur est-ce qu'ils savent pour la boule. Et du coup, il se protège en prenant Suzanne, en disant si j'ai Suzanne avec moi, il va pas me faire chier, en fait. Ou du moins, j'aurai quelque chose pour le faire, tu vois. Sauf qu'il aura pas le temps de lui dire. Ouais. Jonas stoppe le convoi. Les garçons peuvent être en embuscade n'importe où, et surtout, ils savent que la boule existe. Le convoi est donc une cible de choix. De Pape demande à Quint où se trouve la cabane dans les hautes herbes avec une porte rouge qu'il a vue, et il lui ordonne de ramener le convoi d'où ils viennent et d'attendre là-bas. Il le met en garde et lui demande de passer le message à son arrivée. Les garçons vont les attaquer, il se pourrait qu'ils soient devant, mais peut-être bien qu'ils sont derrière. Il leur faut protéger le cristal à tout prix. Et c'est bien le convoi de deux papes qu'Alain sentait, puisqu'il sent aussi qu'ils ont fait demi-tour en direction de la plus grosse troupe qui les suit. Ils ont le cristal, ce qui les rend faciles à tracer. J'ai une faute de frappe dans mon édition où il y a écrit « Le shorting te l'indique ». Le shorting. Le shorting.
C'est nouveau après le touch. Ouais. Après, c'est peut-être la version, e-book où ils ont eu une reconnaissance des caractères qui a pas marché. Il y a marqué le shirting. Ça va. Du coup, point 9, c'est ça? Ah ouais, ok. Mais je vais regarder. Ça me faisait doucement rigoler. One eternity later. Can you touch it yet? Attends, c'est marrant ça. Can you touch it yet? Ah, marrant. Le touch, ils le prennent aussi comme un verbe. Genre, est-ce que tu le shine, quoi, tu vois? Yes, another good coming along behind them, a much larger one. That's where they're headed. Safety is number that all. Do they have the ball? Roland ask. Le shining te l'indique-t-il cette fois? Et effectivement, il dit Can you touch it yet? Marrant, j'aime bien que ce soit utilisé comme un verbe. C'est très anglais d'utiliser des mots comme ça pour en faire des verbes. Ouais. Ah, c'est marrant, du coup, ouais. Does Rhea still have the keeping of it? I think so, it's awful to touch her. De la voix. En fait, t'as vraiment cette impression il tend quelque chose pour être en contact avec elle, quoi. Ouais, il la touche. Ouais. Je comprends du coup, j'ai une image un peu à la Abyss, tu vois. Genre, s'il y avait un truc qui sortirait de lui, un peu comme Abyss. Marrant. Et donc, avec le cristal, c'est facile de les tracer. C'est tellement facile qu'Alain n'a pas vu qu'un cavalier s'est détaché du groupe. Roland est trop sûr de lui. Il pense que Jonas a eu peur et a fait demi-tour pour se battre, avec plus de monde à son côté. Alors, sans hésiter une seconde, Roland décide qu'ils doivent attendre, sans se soucier de ce qui pourrait se passer pour Suzanne et Chimie. Terrible. Ouais. Sa confiance. À la cabane, Suzanne est réveillée par le bruit d'un pistolet dont on arme le chien et la sensation froide d'une arme contre son cou. C'est Jonas, accompagné de Renfrew, l'ancien associé de son père, et d'un des acolytes de Jonas qui rentre dans la cabane et ressort sans Chimie. Même Suzanne ignore où il est, et nous on sait que Jonas ne l'a pas vu dans sa boule. Ouais, on a pissé. Suzanne qui explique qu'une éternité lui paraissait s'être coulée depuis que Maria l'avait tiré de son lourd sommeil. Les ronflements glottaux, bouche ouverte qui s'échappaient de la cabane, ne la génèrent pas vraiment. Elle s'endormit la tête sur son bras replié et ne s'éveilla pas quand 20 minutes plus tard, Chimie parut, machin et tout. En fait, Maria, je me demandais qui c'était, c'est la suivante de Suzanne, voilà. Ok. On la voit dans Concordance, tome 1. Mais non, mais c'est celle qui l'a réveillée quand elle était chez Thorin et qui lui a dit « Réveillez-vous, ils vont venir vous tuer vous aussi ». Oui, je crois. C'est pas elle ? Ouais, il me semble que c'est elle. Possible. Et puis celle, je crois que c'est celle aussi, quand elle l'habillait ou qu'elle faisait ses 58 vêtements qu'elle doit porter là, qui lui disait « Ah, vous vous habituerez, machin. » Oui, ouais. Oui, c'est ça, oui, voilà, c'est ça. Suzanne est terrifiée, mais réussit quand même à tenir tête à Jonas, qui veut savoir pourquoi ils avaient une mule et où sont les garçons. Avec tout le courage, mais aussi la force du désespoir qu'on lui connaît depuis le début, elle lui crache au visage. Jonas la frappe et bien décidé à la faire payer, elle, mais aussi son amoureux. Il la met en selle et ils repartent. Moi, à partir de là, j'aime vraiment beaucoup l'enchaînement des événements et on y reviendra certainement à ce moment-là. La toute fin du chapitre 9, j'ai littéralement eu les poils, quoi. C'est hyper fort. C'est vraiment. Ouais. Et là, à partir du moment où elle se fait choper, où on sait qu'on peut plus faire demi-tour dans l'histoire, on est en apnée un petit peu. Ouais. À noter que souvent, et je l'ai remarqué dans ces chapitres-là, Jonas, à chaque fois qu'il répond, il dit pas, enfin, à chaque fois qu'il dit ouais, il dit pas ouais, il dit ouais avec un R à la fin. Ouais. Je ne reverrai peut-être jamais ton bon ami, ma douce Suzanne, au petit téton si tendre, mais je te tiens toi, et je te tiens bien, hein. Ah ouais. Et si Dearborn cherche des poux, tu paieras centuple, je ferai en sorte que Dearborn l'apprenne, tu peux compter là-dessus. Et en fait, je suis allé voir en VO, il dit pas yeah, il dit hier. Hier. Avec un R aussi. Du coup, ils ont aussi le reporté en français pour avoir cet accent, c'est marrant. Et donc, Chimie est caché dans l'herbe où il était parti pisser pile au bon moment et assiste à toute la scène sans même que le pistolero raté ne décèle sa présence. Une fois Suzanne et le mulet emportés par Jonas, Renfrew et un autre grand chasseur, Chimie décide de les pister à bonne distance, espérant pouvoir se rendre utile et aider la pauvre Suzanne. De son côté, alors que le jour se lève, Cuthbert perd un peu patience puisque personne n'arrive. Le convoi mené par Jonas rejoint la troupe de Lengyl, où le convoi avec Rhea est déjà arrivé quelques heures plus tôt. Suzanne, qui n'a pas dit son dernier mot, réussit à frapper Lengyl, lui le responsable de la mort de son père, qui fait son embarrassé de la voir dans cette situation. J'aime bien parce qu'il y a un petit peu j'ai l'impression qu'il y a une forme de respect ou d'admiration de Jonas pour Suzanne à ce moment-là.
Ma foi, peut-être, quand elle dit ce ne sera jamais assez, Suzanne, ce ne sera jamais assez, dit Suzanne, regardant tour à tour Jonas et Lengyel avec une expression de mépris sans borne, semble-t-il. Pour lui, ce ne sera jamais assez. Ma foi, peut-être vous avez bien mis à profit le temps que vous étiez imparti, Dame Sai. J'en connais peu qui auraient fait mieux à votre place. Écoutez donc le caquet de la sorcière, c'est comme du sel sur les plaies, j'intuite, mais on lui rabattra bien aussitôt parce qu'elle je sais plus ce qu'elle dit, et en fait la sorcière elle rigole comme pas possible. Et je trouvais ça fort. En fait, il y a un truc de respect, quoi. Je trouve ça cool. Jonas calme tout le monde et annonce à Reynolds qu'il va partir à l'Est, ce qu'il accepte volontiers parce qu'il a un mauvais pressentiment à propos de la roche suspendue. Pendant que Reynolds s'accorde une pause, Jonas récupère non sans peine la boule du magicien auprès de Rhea, qui se fait ensuite chasser comme une malpropre. Ouais. Au passage, Jonas doit lutter ardemment pour ne pas se perdre dans la boule. Et c'est marrant de voir comment Jonas y est sensible. Ouais, bien sûr. C'est trop bien. Reynolds va devoir emmener Suzanne auprès de Coraline à front de mer et il a l'autorisation de faire ce qu'il veut de la jeune femme en chemin. Suzanne y restera jusqu'à ce que deux papes reviennent et Reynolds surveillera Coraline au passage en même temps, on sait jamais. Alors que Reynolds s'éloigne avec sa prisonnière, Jonas, galvanisé par le contact du cristal rose, chauffe ses troupes. Ils sont 40, ils vont bientôt rejoindre 150 hommes de plus. En face, ils ne sont que 3, ils vont les écraser, mais il faut d'abord bouger les citernes dans les bois. J'aime bien le point 15 sur Jonas, justement. Il envoie du coup Claire Reynolds et il lui dit « Assure-toi seulement que Coraline la récupère au final avec du coup la Suzanne. » Il dit « J'y manquerai pas. » Et en fait, il lui dit « Y a-t-il un message pour Saitorin ?» Il y a un peu... Ça m'a fait penser à 300. Quand à la fin du film, Léonidas renvoie le mec pour raconter l'histoire, le mec va partir et dit « Est-ce qu'il y a un message pour la reine ?» Et franchement, je suis en mode « Oh, il me crève-cœur, quoi, putain !» Et dis-lui qu'elle garde la fille en le sûr jusqu'à une de mes nouvelles. Et pourquoi pas, ne resteras-tu pas auprès d'elle, Clé, de Coraline, je veux dire, à part de demain, je ne crois pas qu'on aura beaucoup de soucis à se faire pour celle-là, mais Coraline, chevauche avec elle jusqu'à Rizzi, le moment venu, serre-lui d'escorte, ou tout comme. Et le mec, je dis, putain, le gars, il envoie une escorte à sa meuf pour être sûr qu'elle aille bien. Je trouve ça tellement beau, putain. Je trouve ça triste et beau à la fois. Une fois de plus, Jimmy assiste à tout ça, et une fois tout le monde parti, il reprend son suivi de la piste laissée par Suzanne, laissant lui aussi la mule en plan. Le pauvre mule. Juste avant Roland, Alain sent que tout le monde s'est remis en mouvement. C'était peut-être là que du coup il le sentait en premier, ou alors deux fois Alain le sent avant Roland. Oui. Ouais. Cuthbert sera une des clés de l'attaque, avec ses billes d'acier, sa fronde et ses pétards. Il est prêt à tuer. Ouais, clairement ça se frotte les mains. Toute gaieté absente, il avait les yeux creux d'un tueur parmi d'autres. Une gamin de 14 ans. Tout va bien. Ils ont encore 1 heure ou 2 devant eux, alors ils attendent, espérant que leur plan marchera et qu'une fois sortis des herbes sans avoir subi d'embuscade, Jonas et ses hommes soient moins sur leur garde. Suzanne de son côté sent que Reynolds a peur, qu'il doute. Elle perçoit son mauvais pressentiment, mais ne réussit pas à s'en servir en sa faveur. Elle tente tout, jusqu'au bout. Cordelia de son côté a la visite de Rhea, qui vient littéralement gratter à son carreau de ses longs doigts crasseux. Rhea demande de l'aide à Cordelia. Ce qu'elle souhaite, c'est se venger de Suzanne et elle sait qu'elle trouvera en sa tante une alliée. Et la vieille sorcière, qui a tout d'un cadavre ambulant, n'a pas totalement perdu de sa superbe puisqu'elle a réussi à hypnotiser Cordelia, qui, sous son influence, se taillait de l'abdomen pour que Rhea y boive directement son sang. Mais bien sûr, j'avais complètement zappé ça, en fait. Et j'adore parce qu'à la vue du sang, Rhea, elle dit... On dirait des roses, j'en rêve assez souvent, des roses épanouies entourant ceux qui se dressent sombres au-dessus de leur tapis d'écarlate aux confins du monde. Et tu fais, elle parle de la tour. Rhea parle de la tour. La petite bombe qu'elle nous lâche, c'est incroyable. Mais la façon d'arriver, c'est tellement un truc de sorcière, tu la vois pas parce qu'elle est toute petite, mais elle gratte à ton carreau. Il y a un côté presque Salem, tu vois, dans les adaptations. Ça m'a presque fait peur. Moi, j'ai peur la nuit et tous mes volets sont tout le temps fermés. J'ai pas envie qu'il y ait des trucs qui grattent à mes carreaux la nuit. Tu vois. C'est horrible. Non, mais ça passait super bien, ça. J'aime bien. Ouais, ça marche super bien. Je suis un petit peu surpris de Cordelia déboutonna le bouton
parce qu'elle déboutonne un bouton, bien sûr. Cordelia déboutonna le devant de sa robe et révéla en se dégrafant de la sorte, outre une plantureuse poitrine. Et en fait, j'ai souvenir que Jonas, quand il parle d'elle, au tout début qu'il la rencontre dans la grande rue, il dit qu'elle est plate et moche. Ah, que c'est une planche, ouais. C'est Cordelia, hein. Je sais plus. Pour moi, c'est quand tu vois Cordelia. Oui, il parlait de Cordelia, ouais. Quand il l'a draguée pour Ouais. avoir des infos sur Suzanne. Ouais, Il disait qu'elle était pas belle, qu'elle était complètement plate et elle avait rien, quoi. Mais là, dans l'extrait que t'as dit, c'est une surprise qu'elle ait de la poitrine, non? Ouais, du coup, ouais, je suis un peu étonné de moi. Ok. En fait, ça se voit pas qu'elle a de la poitrine, peut-être c'est la façon dont elle est corsetée et tout. Comme, tu vois l'image de la vieille mégère, là, vraiment tirée à 4 épingles, donc à mon avis, c'est serré de partout. Hein. Elle respire pas, c'est pour ça qu'elle est énervée. Hein. Respire un coup. Ah là là, putain, mais Réa qui balance cette bombe là, c'est incroyable. Ouais, c'est ouf. Alors que Chimie, cachée dans les hautes herbes, avait failli se faire écraser par Réa quand sa carriole est repartie à toute vitesse, chassée par Jonas, Roland vit un peu la même chose avec l'impression que le convoi de Jonas leur arrive droit dessus, alors qu'eux aussi sont cachés. Finalement, Jonas et les hommes passent à 20 mètres d'eux et il les laisse filer vers le désert, et une fois le convoi hors de vue, ils se mettent en selle. Ouais. Roland, Cuthbert et Alain, Berthe au centre des deux autres, suivent la voie tracée dans les herbes hautes par Jonas et ses hommes. Une chance pour eux, aucun des cavaliers devant ne se retourne, en raison notamment du fort vent plein de sable qui leur souffle dans le dos. Une fois à 20 mètres derrière eux, Cuthbert propulse ses balles en acier sur les compañeros en arrière-garde, qui tombent comme des mouches sans que personne ne s'en aperçoive. J'avais juste une question, il y a un truc ultra incohérent, je trouve. Les gars passent à travers eux, complètement, parce que eux sont au sol, et ils les voient pas. Donc les herbes sont vraiment hautes, quoi, tu vois. À quel point les herbes sont hautes pour pas avoir les chevaux. Ah putain, oui, les chevaux. Oui, c'est pas possible. En fait, soit c'est des champs de maïs et ils se voient pas. Il le dit bien, en fait, qu'ils tiennent les chevaux à la bride pour pas qu'ils bougent. Il a même peur que un d'eux hennisse en appel à l'autre qu'il passe, en fait. Qui se salue. Et en fait, je me dis, mais attends, à quel point les herbes sont hautes pour pas avoir les chevaux, quoi, tu vois. Ils les ont mis à genoux, ils les ont mis un peu en mode bizarre, quoi, tu vois. À 20 mètres, tu vois quand même qu'il y a des gros trous d'herbe dans le... Ça, pour moi, ça passe pas. Cette scène, elle est trop chelou. Je vois ce que tu veux dire. Elle passait pas. Parce que derrière, en fait, tu remontes sur ton cheval, tu vois les autres et tu peux leur tirer dessus. Donc, les herbes sont pas non plus à 3 mètres de haut, quoi, tu vois. Il faudrait qu'ils soient dans un bosquet, en fait. Ouais. Il y a un truc qui passait pas pour moi. Voilà. Erreur. Ça a cassé toute la fin pour moi. Du coup, la fin est nulle. Moi, là, je sens presque l'odeur, la poussière, le sable. Je sens presque le vent, tu vois. On y est. Après en avoir éliminé 3, ils s'avancent au galop et prennent par surprise à coups de couteau ceux qui sont désormais les derniers. Le nombre de cavaliers éliminés s'élève désormais à 7. Roland mime le plan pour les prochains. Fronde puis revolver, ils accélèrent pour les rattraper. Ils en tuent 3 de plus, ce qui mène le compte à 10, soit un quart du convoi, sans que personne ne s'en soit rendu compte. C'est fort, hein, quand même. Ouais. Fini la furtivité, il est temps de passer au carnage, et avec le réflexe de véritables pistoleros, et malgré que ça soit leur première bataille, c'est un véritable abattoir. Franchement, cette scène, elle est magistrale. C'est incroyable. Ouais, j'adore. Et c'est là où je me dis, j'ai pas vu les bons westerns pour autant aimer ça. C'est que j'ai pas vu les bons westerns parce que je pense que j'aime pas le western, tu vois, mais je pense que je me trompe. En vrai, c'est pas tant western que ça, en vrai. Il y a un côté très action qu'on n'a pas trop dans les westerns. C'est vraiment... Oui, là, les westerns qui sont le plus proches de ça, il y a Impitoyable avec Clint Eastwood et Morgan Freeman, où il y a une scène où les mecs se tirent dessus et elle est crado parce que t'as un mec qui est touché au bide et en fait les gars sont dans une situation où personne peut sortir. Ils sont vraiment cachés derrière des pierres et tout. Et le premier qui sort, c'est flingué, en fait, tu vois. Et du coup, il y a un qui est touché au bide, et ils attendent pour savoir qui va sortir en premier et se faire flinguer. Et le mec, ils attendent des heures, et le mec, il est en train de souffrir, quoi. Et la scène, elle est crado pour ça, quoi. T'as juste le mec qui est en train de souffrir en plein milieu d'un désert, et personne veut sortir parce que si tu sors, tu te fais flinguer. Et du coup, t'as un truc de, on va le laisser crever comme ça, quoi. Ouais, c'est pas trop ça encore. Mais c'est vrai que j'aime bien, comme disait Grand Poil, plutôt le côté commando, le côté un peu furtif à la Assassin's Creed. T'as quasi jamais ça dans un western. Toute la flamme du western, c'est la mise en tension d'une situation qui est pas nulle, mais assez simple de deux personnes ou deux groupes de personnes qui se détestent dans une ville ou dans une scène. Et comment la tension monte entre les deux jusqu'à arriver à se flinguer. Tout pète et c'est rarement subtil. Que ça. Ouais.
Et c'est vraiment un duel, c'est vraiment truc. Et tu vois, le bon, la brute et le truand, finalement, il sort un peu de ce schéma-là, mais finalement, c'est juste un trio qui se déteste, mais qui doit travailler ensemble pour trouver quelque chose, quoi. Travailler ensemble, j'exagère un peu, hein, mais tu vois, l'idée, elle est là. Grâce à l'effet de surprise et leur rapidité, ils ont le temps d'en tuer encore beaucoup avant que Jonas, De Pape et Lengyel ne fassent demi-tour sur leurs chevaux pour leur faire face. Ce dernier se débat avec sa mitraillette, alors que Renfrew s'interpose entre eux avec un énorme 5 coups. Roland fonce. Et je sais plus que je sais pas si vous vous souvenez, mais au début de tout ça, à un moment, quelqu'un, Alain ou Cuthbert, je sais plus, voit la mitraillette et dit ce qu'on ferait avec un truc comme ça. Et t'as l'autre qui lui répond tu sais ce que Cort pense de ses armes. Et il y a un truc on sait que la mitraillette elle va être nulle à un moment, et là c'est le cas, parce qu'elle est dure à manier, parce qu'elle est dure à sortir, elle est pas pratique, alors que des armes de poing c'est rapide, tu vois. T'es pas assez dans la réaction avec la mitraillette. Bien sûr. Renfrew tire sur Roland qui fonce. Jonas voit le sombrero du jeune pistolero être emporté par la balle. Roland tire à son tour et lui ne manque pas sa cible. Renfrew tombe de son cheval, raide mort. Lengyel, qui abandonne toute tentative de s'emparer de sa mitraillette, meurt à son tour, et De Pape, qui ne l'est pas plus doué avec son arme. En vrai, tu comprends juste que tout le monde est en train de paniquer. Se prend une balle en pleine bouche. Il tombe comme des mouches, et pour Jonas, c'est comme dans un rêve, c'est impossible. En fait, c'est marrant parce que, justement, il dit que c'est impossible que des choses pareilles se produisent. Je vais me réveiller, songe stupidement Jonas, impossible, nous sommes beaucoup trop nombreux pour ça. Et pourtant, cela se produisait bien en réalité. Les gamins du monde de l'intérieur avaient frappé avec une pression infaillible à la ligne de fracture et se livraient à une démonstration digne du manuel de la façon dont le pistolero menait une attaque quand ils avaient le nombre contre eux. Et je me disais, Jonas, c'est là où il est vraiment bête, c'est que il le connaît, ce manuel. Il a étudié ce qu'était les pistoleros. Alors c'est peut-être loin pour lui maintenant, mais en vrai ces techniques-là, il devrait les connaître, parce que c'est pas sur ça qu'il échoue vraiment son truc à la base, je pense. Et quand bien même, en fait, il se fait avoir. Ouais. Voilà. Il a pas retenu les leçons. Non, clairement. Les quelques survivants commencent à fuir comme si des démons les avaient attaqués. Jonas voit un des gamins achevé froidement d'une balle en pleine tête, certains des cavaliers. Alors il brandit le cristal qu'il menace de briser. Mais Roland, sous ses airs d'Arthur l'aîné, est lancé au galop. Jonas est seul. Roland fonce sur lui et lève son arme. Hermétique aux menaces d'Eldred de briser le cristal, il tire. C'est la main de Jonas qui est touchée. Et Roland, au moment où son cheval percute celui de Jonas, s'empare du sac qui tombe et tire à bout portant 2 fois dans le visage du pistolero raté. Et là, il y a un côté où j'adore, parce que ça me saoule dans les films et les séries quand le gentil parle au méchant avant de le tuer, et du coup il se passe un truc qui fait qu'il arrive pas à le tuer et tu repars pour 1 heure de film. Ça me casse les couilles. T'es là pour le tuer, pourquoi tu le tues pas, et pourquoi tu lui sors un discours plus long qu'une intronisation de pape ou je sais pas quoi. Et là il y a ce truc où tu te dis, il aurait dû lui parler parce que du coup il aurait compris qu'il détienne Suzanne, et du coup il a pas cette info. Et j'adore qu'il le tue tout de suite en se disant je te dégomme, il y a pas à chipoter, et nous on sait qu'à ce moment-là il lui manque une info et qu'il n'aura pas cette info-là. Et ça aurait fait vaciller sa détermination s'il avait chopé l'info que Suzanne avait été capturée. Ça aurait tout changé, ouais. Mais le cas a décidé que c'est comme ça que ça se passerait. Donc voilà. J'aime bien ce passage, il est fort, la façon dont tu le tues. Ouais. Ce fut une façon bizarrement déformée, lointaine et silencieuse, comme s'il le regardait dans un miroir fêlé ou le cristal d'un magicien. Comme si son âme, elle était déjà aspirée par le cristal, qu'il se voyait mourir à travers ça, en fait, tu vois. Ouais. Tu voyez ce que je veux dire? Quand il dit, il a vu Suzanne dans le cristal du magicien, on me demandait si c'était son âme ou pas qui était dedans. Et en vrai, là, Jonas, il a regardé dans le cristal, et au moment où il meurt, il a l'impression que son âme est aspirée dans le cristal et qu'il le voit se mourir à travers ça. Et je pense qu'il y a un truc comme ça, en fait. Ouais. C'est fou, hein. Et Jonas songea, mais Dieu, c'est lui, c'est Arthur l'aîné qui vient me chercher en personne, en voyant Roland. Incroyable. Je le savais, pensa Jonas, mais alors je savais déjà que mon cas était bel et bien épuisé, mais il ne voudra assurément pas mettre en péril le cristal. Et la façon dont il parle de son cas qui est épuisé, je trouve ça un peu triste, quoi. Tu vois, le gars, il est résigné à sa fin, il savait que c'était la fin bientôt et que ça allait se terminer, je trouve ça fort, quoi. Ouais. Roland, avec la boule, revient vers ses amis pour les aider, mais ils n'ont pas besoin d'aide. Tout le monde a fui. Environ 25 sont partis ou est mort. Cuthbert va bien. Elle a une blessure au visage, mais tout va bien.
Il faut partir avant que les hommes à la roche suspendue ne débarquent, alertés par le bruit de la fusillade. Mais Roland ne résiste pas, sort la boule de son sac et se perd dans sa contemplation. Fin du chapitre 9. Incroyable. Ah, cette fin. La poussière et du sang, quoi. En 3 passages. Hein. Ouais. C'est en quelques pages. Hein, finalement. Ouais, ça va vite, hein. Ça va vite à la fin. Tout ce qu'on a vu jusque-là pour arriver à cette fusillade. Et Comme dans un western. Comme dans un western. Tout ce que tu vis dans un film pour arriver au moment où la balle est tirée et tue l'ennemi, quoi, c'est fini. Ouais. Quelques secondes. Ah ouais, c'est ouf. Est-ce que vous voulez rajouter des choses sur tout ce qu'on s'est dit là? Non. Trop kiffé. J'ai hâte. J'ai eu du mal à pas lire la suite directement. Hein. Ouais. Parce qu'en plus, la prochaine fois, on lit le chapitre 10, qui est vraiment la conclusion de ce qui se passe à Mégis. Et après, on repartira, si je reprends le sommaire. Chapitre 10, Sous la lune du démon 2. Et après, en effet, on a 4e partie. Tous les enfants du bon Dieu, ils ont des souliers. On se retrouve au Kansas, machin, le magicien, le cristal de Centurion. Prochain est un peu plus court, je crois qu'il fait 60 pages, un truc comme ça. Ouais, un peu plus court. Ouais, on fait que le chapitre 10, on terminera avec ça. Oui, c'est 60 pages. Trop bien. Très bien. Trop cool. Ouais, trop cool. Vraiment, je suis tellement contente de relire à ce rythme-là pour savourer ça. C'est trop bien. Très bien, mais écoutez, rendez-vous le 19 juin pour la suite avec le chapitre 10 et le grand feu. Fidèles auditeurs et auditrices, retrouvez-nous sur les réseaux et venez en parler avec nous sur Discord. Tous les liens sont en description de cet épisode ou directement accessibles depuis stephenkingfrance.fr. Je vous le disais, du coup, si on arrive à caler un live cet été pour clôturer la 4e, ce 4e tome, faudrait que j'arrive à mettre un grand feu de joie en fond de stream et pas la tour. un feu Netflix. Oui, c'est ça exactement, pour faire honneur. Merci monsieur en tout cas pour ce nouvel épisode avec vous. Toujours avec plaisir. Plaisir. Et que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes. Et le double du compte pour vous. Je viens de m'entendre mon fils se relever et dire à ma femme Maman, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que mes yeux ils bougent. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est pas les paupières qui sautent? Que ses yeux ils bougent, le pauvre petit chat. Des fois c'est compliqué. Hein. Ok, c'est lancé de mon côté. Moi aussi. C'est lancé aussi. À 3. 1, 2, 3.